Bonjour Jonathan, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc nous on s'est connus, grâce à quelques réseaux en commun et notamment celui de l'ESSEC. Donc on partage, la même école. Ensuite voilà, j'ai pu regarder un peu j'ai entendu parler de toi parce que je sais qu'aujourd'hui tu investis dans différentes startups et qu'initialement, tu as lancé ta première startup, Kids School qui a bien marché. Donc je sais pas si tu en avais, lancé une avant ou pas, tu me diras. Donc moi peut-être, voilà, j'aimerais commencer avec une présentation que tu vas me faire. Donc est-ce que je te laisse te présenter et allez-y, on va rebondir dessus. Alors déjà, je vais rebondir sur le thème startup parce que, quand en 2008, 2009, on crée notre première entreprise, le mot startup, c'était pas trop à la mode. On a créé une entreprise de services, qui était, à l'époque, un marché qui se libéralisait avec, mon meilleur ami d'école du coup, OK, c'est qui dans l'ESSEC. heu, le marché se libéralisait, en tout cas avait été libéralisé, 2-3 ans avant qu'on commence à regarder le marché. Il s'avère que nous, on est rentrés sur le marché du travail à un moment, assez compliqué, dans l'histoire de la finance. Ah On oui, faisait tous les 2 de la finance. Moi, je faisais de la finance plutôt corporate. J'ai travaillé dans des fonds de LBO, un petit peu de leverage finance et puis post-ESSEC. post-ESSEC, exactement, et de capital développement. Oui, il s'avère que le marché était très compliqué après la faillite de Lehman. Et mon associé était chez HSBC, en trading sur des produits, un peu exotiques, avec des horaires compliqués. Il a été muté aux Bermudes, c'est pas une blague. Donc toute son équipe a été mutée aux Bermudes. Il se retrouve aux Bermudes. Il avait pas une vie extraordinaire là-bas. Il me dit: «Bon, tant qu'à faire, J'en faisons fais une quelque sé». chose. Voilà, donc c'est à l'époque mon meilleur ami de décès qui me fait un appel du pied sur le fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que, Moi j'étais bon, ouais, pardon. non parce qu'à l'époque à l'ESSEC, ils mettent aujourd'hui à l'ESSEC on met quand même un peu plus en avant, j'ai l'impression, cette fibre entrepreneuriale. À l'époque, c'était pas quelque chose qui a été mis en avant. Écoute, c'est sûr que je pense qu'il y a pas que à l'ESSEC. Aujourd'hui, tu fais un micro-trottoir, dans les écoles, je pense que 90 des étudiants, te disent que, ils vont rêver, probablement créer une boîte ou rejoindre, un projet beaucoup plus entrepreneurial. À notre époque, j'ai envie de te dire, 90 des étudiants, c'était pour aller, soit dans les Big 4 de l'audit, soit dans Mmh. les Big 4 du conseil, soit dans les banques d'affaires, pour faire, du M&A, les summer internship et cetera. À toi de me dire si aujourd'hui, tes copains de promo, Non mais ouais. c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un changement complet de paradigme par rapport à ça. À l'époque, c'est pas qu'on n'était pas encouragé ou encouragé, c'est on te poussait pas à des choses qui étaient pas forcément, monnaie courante. Ouais. Les SEC, ils veulent garder leur image de marque et puis à l'époque, l'image de marque, c'était justement d'envoyer un maximum d'étudiants, dans les grandes maisons. Donc voilà, moi à l'époque, je pas du tout pensé quand je suis sorti de l'ESSEC à entreprendre. Je suis pas du tout Tu as fait ni tes stages en corpo, corpo, grande banque, fonds d'investissement, et cetera. Donc voilà, puis je suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc ouais. pas un quart de seconde, quand je sors de l'ESSEC, je me dis: «Je vais créer une boîte». Mais vraiment pas un demi millionième de seconde, je pense que je vais entreprendre. Parce que tu sors de l'ESSEC et tu commences par faire quoi? Bah, je sors de l'ESSEC. En fait, moi, j'ai commencé à travailler assez tôt pendant l'ESSEC. J'ai eu la grande chance de rencontrer ma femme assez jeune, l'ESSEC. alors elle était pas ESSEC, mais quand j'étais à l'ESSEC, et en fait, il s'avère qu'elle travaillait à Paris, un peu plus âgée que moi, et donc en fait, pour plein de raisons, je me dis: «Tiens, je vais chercher un apprentissage». À l'époque aussi, OK. c'était assez original, Ouais. en Donc 2006. aujourd'hui, c'est monnaie courante, hein. En 2006, c'était assez original. Je me rends compte que finalement, voilà, et je trouve un apprentissage dans un fonds d'investissement de LBO. OK. Ça a été une chance inouïe parce qu'en fait, c'était limite un CDI, apprentissage parce que je travaillais 3-4 jours là-bas et je faisais 1 ou 2 jours à l'ESSEC Ah c'est pour caser un maximum de cours. et ils te Heu, payaient l'école, c'est ça, hein? Ils me payaient à l'école, ils me payaient un salaire. J'étais très bien payé en plus, franchement, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis j'avais une équipe qui était toute petite. Donc en fait, j'étais au quotidien, avec, les 2 directeurs de participation. Ils avaient aucune personne en dessous des directeurs de participation. Il y avait 4 partenaires, 2 directeurs de participation et moi. Et ils avaient pas d'analyste et tout, donc j'étais leur analyste, ce qui engendrait pas mal de travail. Mais en fait, j'ai eu une cour d'apprentissage comme ça parce que du Mmh. coup, ils avaient pas le choix que de m'impliquer. Et j'avais une super relation, ils m'ont appris, je pense, Trop bien. 100 fois plus que ce que j'ai pu apprendre à l'école. Donc combien de temps tu travailles là-bas? Je Peut-être. fais, alors j'arrive au moment. C'est en fait, tu termines l'ESSEC et tu continues à travailler chez eux? Alors non, pas du tout. En fait, moi je suis rentré à l'ESSEC en 2004. J'ai fait mon premier stage de fin de période initiale, je sais plus si ça s'appelle encore comme ça. Non, c'est plus non. 1re année, nous, c'était période Nous, c'est initiale. pays ouais, Ouais, période c'est initiale. ça? pays, c'est la période initiale, voilà. Tu viens de me l'apprendre. Voilà. Je pense en pays et PD, je l'ai vu.
Et en fait, donc tu as la période initiale qui est le tronc commun de tout le monde. Puis après la période initiale, c'est un peu genre tout le monde fait ce qu'il veut au catalogue. Ouais, D'accord? exactement, c'est Tu ça. fais tes stages, tu fais des apprentissages, tu peux te casser 2 ans, faire un tour du monde. Tu as 6 Tu ans peux pour faire finir en ouais, 3 ans comme à 5 ans, ouais. à l'époque, on avait 5 ou 6 ans pour finir l'ESSEC. Et donc je fais un premier stage, à la Société Générale Equity Research, sur les marchés, sur les small caps. OK. Pareil, stage passionnant, hyper, hyper intensif, mais stage passionnant. Et puis je retourne à l'ESSEC à l'époque, c'était en janvier 2006. Et c'est à ce moment-là où je suis avec, la personne qui va devenir ma femme. Et en fait, bon, ça commence à devenir un peu sérieux, elle travaille à Paris et je me dis: «Tiens, comme c'est à la carte, je vais commencer à regarder s'il y a pas des trucs un peu sympathiques». Et OK. il y avait une proposition de stage qui était pas un apprentissage à la base, chez Quartus. Je vais postuler pour un stage avec eux et je leur dis: «Voilà, regardez, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un truc dans le long terme, parce que, pour telle et telle raison, j'ai envie d'être, en partie à Paris et en partie à l'ESSEC». Et en fait, ils ont joué le jeu. Ils se sont rendus compte qu'en fait, économiquement, ils avaient juste jamais dépensé leur taxe d'apprentissage et qu'en fait, ça leur coûtait quasiment rien en termes de coûts de financement de l'école. Ouais. Et ils avaient une main-d'œuvre, en fait, finalement, pour pas si cher que ça, quasiment à temps plein. Parce que finalement, même quand j'étais pas, en cours, les mecs, je leur disais: «En fait, je kiffe tellement ce que je fais que, Ouais, je ferai un peu plus ouais, enfin, tu vois, balancez-moi les trucs, s'il y a des trucs à faire, avec plaisir». pour ton cours de Non, mais j'apprenais 10 fois plus, je vais te dire, les cours de communication, de marketing de l'époque, enfin, c'est ça pareil avait qu'aujourd'hui, voilà, enfin, je et puis je je pense qu'on est aussi très quand tu arrives dans le bain de l'essai, des fois il y a des cours qui sont quand même pas mal, avec du recul, pas des bons profs, mais en fait dedans tu rentres pas parce que tu as pas encore ce lien, ouais, pratique, mais en fait, le problème, c'est que tu es pas assez mature quand tu es à l'école pour te rendre compte de quels cours vont te servir vraiment dans la vie. Par exemple, je te donne 2 exemples. Premier exemple, c'est le cours de financement court terme. Je sais pas si tu l'as fait? Normalement, c'est un à l'époque, encore c'était encore obligatoire. c'est plus obligatoire. À l'époque, c'était obligatoire dans la chaire finance, d'accord? OK. Et financement court terme, c'est peut-être le seul polycopié que j'ai ressorti quand j'ai créé ma boîte. Parce qu'en fait, quand tu crées ta propre boîte et que en fait, ben, tu mets pas mal d'argent personnel dans la boîte et que tu mets un peu tout ce que Voilà, tu as, dedans, bah, en fait, tu te dis: le nerf de la guerre et ce qui va faire que je vais vivre ou pas, non, c'est pas le financement, c'est les sous-sous dans la caisse». C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas être payé? Quand est-ce que tu dois décaisser tes engagements, à quel terme, et cetera. Et en fait, tu fais un tableau, encaissement-décaissement assez basique. Mais en fait, je l'aurais pas inventé parce qu'aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT: «Fais-moi un tableau de cla de tu fais c'est fais-moi un tableau d'encaissement, décaissement», en 15 secondes, il te le fait. À l'époque, j'aurais pas eu mon polycopier, je l'aurais pas fait. incroyable. En tout cas, je l'aurais pas aussi bien fait, je pense. Et c'est un cours hyper rébarbatoire, mais honnêtement, d'une puissance quand tu crées ta boîte et que tu as besoin de gérer ta trésorerie Ouais, tu as eu le qui était cours, ouf. ça fait heureusement que, Et le deuxième cours, qui m'a vachement servi en fait surtout dans l'état d'esprit, à certains moments, c'est le cours de négociation. Il y avait des cours de négociation, il y a toujours une semaine de vacances généralement, très concentré généralement sur atelier négociation, on appelle ça. atelier négociation. C'est sur une semaine concentrée, généralement pendant les vacances. Et en fait, tu fais, je sais plus quels étaient les horaires, mais tu fais en concentré, pendant une semaine pleine, plein de techniques de négociation avec des gens, honnêtement, on avait eu des intervenants juste d'une classe, extraordinaire, des mecs de la BAC, de la Cour européenne pour les grandes négociations des contrats, commerciaux, binationaux, et cetera. Donc tu avais eu des intervenants extraordinaires et ils te donnaient des règles, en fait, qui étaient assez qui étaient en fait, à l'époque où on avait le cours, une fois de plus, je te dis, à l'époque où tu as le cours, tu es passionné, tu es impressionné, tu es admiratif, mais tu sais absolument pas du tout à quoi ça va te servir. C'est-à-dire que Et là, il y en a une qui t'a servi dans plus l'applicatif, tu te dis pas. Et puis, en fait, quand tu es face au sujet, parce que nous, dans le cadre de notre boîte, on a eu des moments où on était face à des gros bailleurs ou à l'inverse des bailleurs, particuliers, mais qui étaient assez arrogants. Et en fait, quand tu es face à ces personnes-là, que tu es jeune, que tu es pas forcément hyper sûr de toi, tu es prêt à tout là lâcher, non, ouais, tu es prêt à tout lâcher, mmh. à faire des conneries. Et puis tu te rappelles de certaines clés dans la négociation. Non pas pour faire, gonfler, non pas pour, bomber le torse, et cetera, mais juste quelques clés dans la négociation et tu te dis: «Tiens, je me rappelle de ce truc-là. Tiens, tu Tu sais as quoi? Dans la po quelques-unes dans la posture, et ouais, cetera». Ah, c'est te compliqué. marquent? Tu as marqué 1 ou 2 peut-être? De quoi? De techniques de Ouais, négociation? tu vois un truc Bah, en fait, tu sais, ou même un état d'esprit peut-être, tu vois, qu'il faut avoir?
Ouais, enfin, honnêtement, c'est difficile comme ça, mais tu vois, gérer le timing. Moi, je suis quelqu'un d'hyper impatient, d'hyper impulsif Mmh. et en fait, dans la négociation, c'est un très, très, très gros désavantage. Parce qu'en fait, dans la négociation, si tu es trop impatient et trop impulsif, ben, tu lâches beaucoup plus vite qu'en face. Mmh. Par exemple, des techniques pour gérer ton impulsivité et ton impatience, c'est, potentiellement toi-même apprendre à arriver en retard. Moi, je suis Mmh. quelqu'un d'ultra ponctuel. Donc là, bon, Voilà, enfin moi je suis plutôt 5 minutes en avance dans tout des 3 minutes d'avance, 3 minutes en avance. que 5 minutes en retard et en fait, tu vois typiquement, non pas que tu vas être, impoli à être en retard, mais quand tu vois que ton interlocuteur d'en face, tu sais qu'il a été en retard sur les premiers rendez-vous, bah, apprendre à être en retard, apprendre à temporiser dans la négociation, de dire, ne pas lui répondre. C'est-à-dire quand il y a un truc, tu as envie de lui répondre tout de suite parce que tu penses que tu as raison. Même si tu as raison, bah, en fait, tu temporises, tu montres un peu d'énervement, mais tu l'exprimes pas. Bon, Mmh. honnêtement, de manière concrète, c'est très compliqué pour moi de te donner un exemple vraiment très, très, très spécifique. Mais en fait, moi, ce que je reproche aux écoles, c'est que, heu, en fait, il y a plein de manques de mise en situation. Et en fait, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, certains cours sont des fondamentaux, Ouais. pour la vie. Et puis, voilà, enfin, moi, ce qui a été un révélateur pour moi, non pas que je pensais entreprendre après ça, mais moi, j'ai fait à l'époque avec les frères Hayat, il y avait des cours sur l'entrepreneuriat, je sais pas qui gère aujourd'hui, mais bon, voilà, les frères Hayat, moi, ils nous ont donné une espèce de passion, une envie, te montrer que c'est possible, Ouais, que c'est top. personne croira en toi. Mmh. Ah, la réalité, c'est quand tu commences, moi, quand j'ai commencé, j'étais le vilain petit canard de ma famille. Heu Mes copains, ils m'ont dit: «Mais t'es con ou quoi? Tu un super salaire, tu bosses dans un fonds, t'es un ouf, tu vas créer des crèches, t'y connais rien, tu aucune compétence». On était dans un écosystème où, moi, à l'époque, à part ma femme, personne croyait en moi, tu vois? Donc c'est Et tu ouais. je reproche à personne parce qu'inversement, je me remets dans la situation, j'étais pas du tout crédible. Mais c'était à une époque où, enfin, honnêtement, on était dans un environnement où on avait envie de faire un truc pour nous et pas le fait de tenter le truc. Et à l'époque, à l'ESSEC, parce que là, si tu veux, il y a un sujet qui revient comme à l'ESSEC, c'est que le marché est très compétitif. Tu vois? Que ce soit beaucoup en finance, tu vois, on en revient beaucoup dessus. Est-ce qu'à l'époque, c'était aussi compétitif? J'ai l'impression qu'à chaque fois, on se dit: «C'est plus compétitif qu'avant», mais tu vois? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, tu sens que Déjà, toutes les générations adorent dire qu'à leur époque, c'est beaucoup plus dur qu'avant. ouais, Bah, forcément, parce ouais, que tout le temps, on justifiait les difficultés, tu vois? mmh, Donc, je sais pas, oui, c'est difficile. C'est difficile pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, les très bons postes, il y a les très bons qui il y a beaucoup de très bons. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons, et il y a de la concurrence pour les très bons postes. Après, la compétitivité sur les très bonnes choses, c'est toujours pareil, le problème, c'est que je pense que quand tu es en école, tu sais pas ce qu'il y a de mieux pour toi. mmh. C'est hyper compliqué, mais je pense qu'il y a pas assez d'auto-évaluation de vraiment, ce qui te passionne, dans quoi tu Mais il vas y a des chemins exceller. déjà faits, en fait. Tu vois? Ouais, il y a des chemins tout tracés parce qu'en fait, une fois de plus, le rôle de l'école, HEC, ESSEC, CP, Polytechnique, Centrale et cetera, c'est d'avoir des voies d'excellence et que leurs alumni rayonnent à Mmh, l'échelle, et nationale et internationale. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils vont capitaliser sur, la qualité de leur diplôme. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, en fait, où est-ce que les gens sont le plus visibles? Dans les grandes banques, mmh, dans les grands cabinets de conseil, dans les trucs très visibles. Parce qu'en fait, un entrepreneur, 90 ouais, des boîtes qu'il crée, enfin, c'est que ouais, je ouais, 90 des boîtes qui se créent, initialement, elles plantent. Il faut le savoir. En mmh. fait, c'est pour ça que, voilà, enfin, c'est pas grave, tu penses toujours ça, ça arrive aux Tu fais autres. partie des Toi? 1 sur 100 là. Non, mais c'est que ouais, je fais partie des 1 sur 100 sur une et puis après j'ai recréé d'autres boîtes qui se sont plantées. Enfin, c'est-à-dire que, et quand tu recrées, quand tu as eu un succès, tu te dis: «Bah, de toute façon l'échec c'est pour les autres, c'est pas pour moi», tu vois? Et là, Donc bah, non, mais ouais, ouais. c'est pas ça qui fait que tu échoues, mais ce que je veux dire, c'est que forcément l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus risqué pour une école de t'encourager à entreprendre pour la qualité du diplôme que de t'encourager d'aller chez Goldman Sachs, Rothschild, Ouais. BCG et compagnie. Parce qu'en fait, là-bas, on sait que tu es un mec, tu as la tête bien faite. Parce que le tri de la prépa, des bons AST, et de l'école, c'est d'avoir des gens plutôt un peu malins, pas forcément tous très bons socialement, donc peut-être que ceux-là réussissent différemment. Mais en fait, tu as globalement des gens qui ont la tête plutôt très bien faite avec une capacité de travail intense. Mmh. Et donc en fait, ils savent très bien que si tu mets un Gaël Pariante, chez Goldman ou chez, Rothschild en M&A,
il s'intéresse au sujet, il est plutôt cultivé, il a montré qu'il était capable, heu, il va réussir là-bas. En tout cas, s'il a envie de réussir et s'il s'épanouit, il va réussir. Et derrière Gaël Tariande qui a fait l'ESSEC et qui devient, managing director d'une grande banque, Ouais, c'est c'est flagship, bah, ouais, pour le diplôme, c'est beau. Donc en fait, les écoles, elles ont aucun intérêt à te pousser vraiment à faire de l'entrepreneuriat. À aller vers dans le chemin d'entrepreneuriat. Parce que c'est hyper risqué. Ce serait te mentir, te dire, c'est la voie royale, l'entrepreneuriat. Ouais, enfin, c'est la voie royale pour bien galérer. Non, mais c'est vrai, c'est que, tu beau aller lever de l'argent. on est désolé que tu le dises parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a il y a un peu un, comment dire? Les gens subliment un peu, si tu veux, l'entrepreneur, aujourd'hui tout le monde en parle, c'est comme avant tu en parlais pas trop, mais aujourd'hui beaucoup de gens en parlent. Il y a beaucoup de gens qui, si tu veux, sur LinkedIn, on les voit beaucoup, ou même sur TikTok et cetera. Donc tu as l'impression que l'entrepreneuriat, c'est presque, un diplôme que tu suis pendant 2 ans et puis après la fin, c'est bon. Et en fait, comme tu dis, il y a une phase cachée qui est énorme, Non, mais enfin, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu, c'est les gens, ils vont forcément parler de leur réussite, ils parleront beaucoup moins de leurs échecs. Ça commence à venir un petit peu. Alors, il y en a qui le font de manière très marketing, mais ça commence à venir un petit peu. Et forcément, ce que tu vas voir, tu me parles de LinkedIn, ce que tu vas voir sur LinkedIn, tu vas voir tous les succès, tu vas voir toutes les issues positives, mais dans ces issues positives, ils vont pas te parler des 50 galères et cetera. C'est comme ouais. souvent les mecs qui te disent: «J'ai créé ma boîte en 2019» et quand tu creuses, ben, tu vois que le mec, en fait, pendant 3 ans, il a fait, il a essayé de voir le marché, il a fait de la R&D, il s'est planté, il a puis machin et cetera et qu'en fait, il a eu 3 ans de galères graves et sauf qu'en fait, en 2019, il a mis un produit sur le marché qui a fait son 1er € de chiffre d'affaires, mais qui te raconte qu'il a créé la boîte en 2019 Mmh. et tu as l'impression que le mec, il a eu un succès fulgurant entre, 2019 ou 2022 ou 2020 et 2023. Il y en a certains, une fois de plus, je veux pas dire que Ouais. c'est faux dans tous les cas, mais les gens, ils vont pas enfin, voilà, c'est-à-dire que, il y a un problème de véracité de beaucoup de choses qui sont dites sur LinkedIn et honnêtement, enfin, sans vouloir tomber dans les lieux communs, mais honnêtement, je connais pas un seul entrepreneur, même qui a très, très, très bien réussi, qui va te dire: «Depuis day one, ça a été un long fleuve tranquille, détente. J'ai tout déchiré, j'ai pas fait une erreur, j'ai levé l'argent que je voulais lever à la seconde où je voulais le lever, au montant où je voulais le lever, j'ai toujours rempli mes objectifs». Ça existe pas. Enfin, Ouais, bien sûr. celui-là, fuis-le, tu vois? Ouais, ouais. Soit il te dégoûte parce que tu as l'impression que c'est impossible et que le mec, il est trop fort et tu te sens incapable. Ça, c'est un mytho. Soit c'est un énorme mytho et c'est un dangereux. Mmh. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, je pense que le plus gros danger, c'est de se mentir à soi-même et aux autres. Parce qu'en fait, tu vois pas les difficultés, tu vois pas la nécessité de changer d'axe, de changer de produit, même de changer complètement l'ADN de ta boîte. Mmh. Je l'ai vécu et tu vois, aujourd'hui, a posteriori, je le comprends encore mieux. OK, Donc plus que clair. se mentir à soi-même, et mentir aux autres, voilà, je pense que c'est vraiment le plus gros piège de l'entrepreneuriat. Donc du coup, maintenant, peut-être qu'on peut on va avancer un peu vers la création de Ouais. la boîte. En fait, du coup, tu me dis qu'après l'ESSEC, tu ne fais pas enfin, tu continues pas dans l'endroit où tu faisais sur le fonds d'investissement là? Vous avez levé Non, quoi? en fait, il s'avère que, le fonds dans lequel je suis rentré, les 4 partenaires, certains sont plus ou moins âgés, et ils veulent pas forcément, prolonger OK. l'aventure du fonds. Donc ils se disent: «Est-ce qu'on relève, on relève pas?» Ils se disent: «On relève pas». J'ai fait moi mon stage de mon étranger, il fallait que je fasse mon étranger que j'avais pas fait. Donc je fais mon étranger, à Londres. OK. Donc je suis recruté chez GMT Communication Partners à l'époque, en stage, à Londres, qui est un fonds de télécom média, gros cap dev à l'anglo-saxon. Hyper intéressant, une mentalité mais aucun rapport. Ah ouais? Je suis qu'avec des mecs, de M&M, Merrill Lynch, Goldman Sachs où vraiment pour le coup je prends mon tarif. Ah ouais, là ça bosse Là peut-être ça envoie du ouais, ça envoie des rien à voir avec la France, ouais. rien à voir. Ouais, ouais. Rien à voir avec l'état d'esprit français. À part, C'est je vais qu'est-ce te qui dire t'a marqué dans l'état d'esprit, on va dire, à Londres là? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelle différence? Parce que si tu peux même avoir les mêmes horaires, mais une mentalité totalement différente. moi ce qui m'avait vachement, vachement, vachement marqué, c'est que dans les équipes d'investissement, les mecs ils pensaient qu'à l'oseille. Honnêtement, le sous-jacent des boîtes et le travail à faire sur les boîtes, le travail à faire sur le portefeuille, je vais pas te dire, RAF, mais presque, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que, vraiment, ils pensaient à l'oseille, ils pensaient, aux multiples, ils pensaient, à leur caride, alors ils bossaient beaucoup. Le but, c'était d'investir assez vite pour pouvoir relever et voilà donc
moi, j'étais c'est pas pour la quantité de travail, mais c'était vraiment voilà, enfin, tu vois, typiquement, heu, j'ai fait énormément de travail sur le portefeuille, quand j'étais chez Quartus à Paris. Ce qui est passionnant parce que quand tu travailles avec, des patrons, même locaux, de boîtes industrielles, de boîtes, c'est passionnant de travailler avec des patrons, de voir leurs problématiques au quotidien, de voir comment est-ce que tu peux les améliorer de la valeur et cetera. Putain, là-bas, j'ai uniquement bouffé de l'info mémo, fait des modèles en veux-tu en voilà, géré les banques d'affaires, à l'achat ou à la vente et en fait, j'ai quasiment pas vu un manager. Donc j'ai quasiment jamais été confronté au manager, voilà et je me suis dit: «Tain, le rôle de l'analyste là-bas, c'est vraiment genre, le Ouais, voilà, je veux dire l'échelle, ouais. ouais, c'est la femme du ménage, quoi». C'est avec tout le respect Ouais, que je peux avoir pour ce rôle, mais voilà, enfin, honnêtement, j'ai pas du tout kiffé. ouais, ça Je donc te c'est pas une mentalité qui t'a plu, hein? Ouais, c'est pas une mentalité qui m'a plu. C'est-à-dire que, tu vois, tu travailles comme un chien pendant 3 jours à faire des nocturnes de dingue sur un deal et puis, en fait, il y a le partners meeting, pour parler du dossier. Bah, en fait, comme tu es l'analyste, tu participes pas, c'est le directeur de participation qui participe et en fait, c'est hyper frustrant parce qu'il y a des challenges sur le travail que toi tu as fait et le mec derrière, il va te dire, il fait: «Ouais, tiens, il y a eu tel et tel stunt challenge, il faut refaire, telle analyse de scénario, et de sensibilité sur le modèle, parce qu'ils ont trouvé qu'on n'était pas assez mach». Tu vois? J'aurais bien aimé participer à la discussion juste pour comprendre en direct, tu vois? Pour avoir l'information. Déjà que je vois pas les managers, avoir l'information. Donc là, j'ai pas du tout aimé Londres. En tout cas, Ouais, voilà. professionnellement en Les tout cas. les gens étaient sympas, enfin, je vais pas te dire, les partenaires étaient hyper sympas, l'équipe d'investissement, c'était autre chose. C'est le rôle qui t'a pas Ouais, le rôle vraiment m'a pas plu du tout. Moi, ma femme, elle adorait Londres. Heu, est-ce que du coup tu sais, tu t'es enfin tu t'étais J'étais marié? à Londres, non, j'allais me marier. Tu allais J'allais me marier. Bon, je dis ma femme parce que bon, ça fait voilà, mais donc la personne qui allait devenir ma femme à l'époque adorait Londres, elle voulait venir à Londres et en fait, je te replace le contexte, c'est-à-dire que moi, j'étais à Londres en 2007, fin 2007. Fin 2007, on commence à avoir les premiers sentir un peu signes. la non. Ouais et puis Londres, comme c'est, un réplica à l'époque encore vachement de New York, bah, en fait, le séisme qui est en train de se passer à New York, il se passe à Londres, il se passe pas encore trop en France, mais il se passe à Londres et on le sent. On le sent, on le sent et je lui dis ma femme, elle bossait en marketing à l'époque, et je lui dis: «Mais en fait, tu trouveras pas de boulot, même si j'ai un bon salaire. Déjà un, je travaille comme un chien, donc tu me verras pas et 2, on va galérer». Donc en fait, je veux pas qu'elle vienne à Londres. Donc je lui dis: «Moi, je préfère revenir à Paris, on verra». Bon, moi, je retourne à Paris, j'ai du mal à trouver un boulot. C'était pas forcément hyper évident. Le contexte commence à venir à Ouais, Paris quand même. Je trouve un boulot en leverage finance à la Banque d'Irlande. Je commence juste après mon mariage le 8 septembre 2008. 1 semaine après, 16 septembre, 2008, faillite de Lehman. J'ai une petite tape sur l'épaule, de mon boss qui me dit: «Last in, first out. On t'adore, tu génial, allez, je vais te donner 3 mois pour trouver un boulot». Donc à l'époque, il me dit: «Tu as 3 mois pour trouver un boulot, mais bon, je vais pas pouvoir te garder». 100 000 d'exposés, à Lehman, la banque d'Irlande, elle a pris très, 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 très cher en or. Hem, pour il s'avère qu'à l'époque, comme chez Quartus, j'avais eu quand même pas mal de relations avec des chasseurs de tête, notamment sur le travail pour les participations. Je connaissais une chasseuse de tête qui était géniale et qui me dit: «Tiens, il y a ce fonds-là qui va se créer, qui est un fonds de cap dev à Paris». Elle me dit: «Tu le profil idéal, ils veulent un financier, ils veulent un petit jeune, voilà, ils veulent un analyste et cetera». Donc je commence là-bas. Je suis recruté là-bas, ça se passe bien. Voilà, le boulot, le positionnement, plein de choses qui font que je me sens pas forcément vraiment à ma place là-bas. OK. Ça se passe pas hyper bien, et gros appel du pied de mon meilleur ami qui me dit, voilà: «Moi, je suis aux Bermudes, c'est l'horreur, je OK, kiffe pas il du est tout». revenu. Tu sais, tu as l'impression que les Bermudes, c'est sympa, les gens, ils sont aux C'est Bermudes. live dans la carte postale. Non, c'est sympa, mais la bière, elle coûte 30 $. Lui, il devait louer un scooter pour aller au bureau, il lui coûtait 2 000 $ par mois. Enfin, tu vois? C'est une autre vie, les Bermudes. Alors j'exagère un peu, mais c'est une autre vie. Enfin, le niveau de vie, c'est incroyable là-bas et bon, il galère un peu. Il est pas du tout content. Il me dit: «Viens, on fait un truc ensemble». On réfléchit et c'est comme ça qu'on a commencé à itérer pour essayer de voir, ce qu'on a envie de créer avec des critères. À l'époque, je suis dégoûté, j'ai jamais remis la main sur ce fichier. Mais en fait, comme on était complètement en décalage horaire et qu'il y avait pas à l'époque, Google Sheet où tu pouvais faire ça en asynchrone sympa, on s'envoyait par mail un fichier Excel. Donc lui, il m'a envoyé son fichier Excel, on avait fait des colonnes, genre, prise de risque, mise de capital de départ, «maîtrise du sujet» entre guillemets en termes de compétences, on avait un certain nombre de critères. J'aurais pu te dire exactement
voilà et puis des commentaires. Et en fait, bon, moi, à l'époque, et encore aujourd'hui, mais je lisais beaucoup, management, capital, C'est entreprise, bien tu sais bien que challenge, c'est rare aujourd'hui les jeunes, enfin les étudiants, même jeunes, analystes juniors, qui lisent autant, hein et je trouve qu'il y a une mine d'informations Écoute, moi, à aujourd'hui. l'époque, j'étais déjà abonné. Je recevais ça, c'était vraiment, enfin, moi, j'adorais parce qu'il y avait plein d'histoires hyper, inspirantes, tu vois? Et en fait, ce que tu retrouves aussi là-dedans, c'est plein de signaux faibles de secteurs dans lesquels, il y a déjà des gens, Mmh. il y a déjà des opérateurs, mais potentiellement, c'est un secteur qui te plaît, parce que, ça a du sens pour toi et ça, j'y reviendrai, mais je pense que le sens dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est l'une des clés évidentes, de la réussite. Mais tu vois, moi, je tombe sur une double page à l'époque des frères Karl, dont Rodolphe, également a fait l'ESSEC, qui parle de la libéralisation des crèches. Et la boucle est bouclée, hein, parce que c'est les frères Karl qui nous ont rachetés à la fin. Hem Et avec qui je me suis toujours extrêmement bien entendu depuis le début de notre aventure jusqu'à la fin. Je connaissais pas de l'ESSEC. Je le connaissais pas du tout. Pas du tout, c'est un gars absolument génial qui, quand nous, on a créé notre boîte, c'est lui qui a pris contact avec nous. Nous, on n'osait pas trop, tu vois? On se disait: «Ouais, on est concurrents, on va pas aller gratter l'info, machin». C'est lui qui a pris contact avec nous, il a toujours gardé le contact. Enfin, c'est vraiment une personne super, c'est un entrepreneur extraordinaire, lui. Et j Du coup, tu fais ton gros fichier Excel et il y a Ouais, combien on de se fait livres? un fichier Excel. Je sais plus combien on a Combien de temps ça des dure pas cet aller-retour de franchement, 2 mois, 3 mois? 2-3 mois. ah, tu as été patient quand même finalement. Non, mais on a été patient parce Ouais, c'est qu'on est important. parce qu'on est quand même prudent, enfin, Tu es marié, je voulais te marier, hein. on est quand même prudent, je te dis une fois de plus, hein, ni Gabriel ni moi, on est d'une famille d'entrepreneurs. Alors bon, ses parents étaient pharmaciens, tu peux dire que c'est une forme d'entrepreneuriat, mais on n'a pas le, tu vois, on n'a pas le background, et on n'a pas, et une fois de plus, reviens en 2008-2009. La culture de l'entrepreneuriat, c'est pas la culture d'aujourd'hui, tu vois? Donc on est prudent quand Il y a même. quoi? Il y a un pass de famille à l'époque? Aussi? Je sais plus, The Family, mais The Family, ils auraient pas pris une boîte de crèche, ils en avaient rien à faire, ils étaient dans la tech, ils étaient Ouais, je vois ce que tu veux dire. je sais pas quand ça s'est créé The Family, mais moi j'étais pas loin du bruit, hein. OK. Nous, on était loin du bruit. Enfin, 2 vraiment, po 2 potes, nous on était 2 potes, on n'a pas levé un centime d'euro, enfin, tu vois, on dirait aujourd'hui, on a bootstrappé. ouais, c'est ça. Non, on a juste géré un peu nos sous et été prudent et pas voulu avoir d'actionnaire extérieur. Donc c'était quoi les gros critères en Céline? C'était, un Non, les gros critères, c'était encadrement de la mise de départ. vous Quand tu vouliez pas crées mettre plus de quand tu couverts? crées à l'époque, on a eu des idées de sites internet, de plateformes et cetera. Alors, tu as eu des trucs qui, a posteriori, ont très bien marché, des trucs qui, a posteriori, ont pas du tout marché. On aurait pu méchamment se planter pour aller sur internet, mais quand tu vas sur internet, déjà à l'époque, on savait très bien que créer un site internet, en fait, ta mise de départ, elle était potentiellement illimitée. Dans le sens où tu avais toujours des besoins supplémentaires. Une fois de plus, enfin, 2008-2009, les levées de fonds, c'était hyper rare. Tu allais lever 150 000 €, tu donnais 50 de ton capital. Heu, C'était rare, tu vois? Enfin, honnêtement, une fois de plus, j'exagère pour Ouais, non, l'image, mais c'est bien, mais aujourd'hui mais on va mais des montants. ouais, mais il faut réaliser qu'à à cette époque-là, c'était pas le cas. Donc nous, on s'est dit: «Attention, soyons prudents, on n'y connaît rien internet, on ne sait pas coder». Ça veut dire que, il aurait fallu qu'on paye des développeurs ou qu'on paye des prestataires. Tu sais, à l'époque, Mmh. c'était des SS2I qui te créaient ton site internet. Il y avait pas des freelances, des machins, des trucs, il y avait pas beaucoup, hein. On se dit: «Internet, on maîtrise pas» et internet, non seulement on maîtrise pas en termes de compétences, mais on maîtrise pas en termes de budget. On a plusieurs autres, idées, notamment dans le secteur des cliniques et moi, à titre personnel, j'ai fait des babysitting depuis l'âge de 14 ans. J'adore les gosses, j'adore les bébés, je lui dis: «Tiens, les crèches», enfin, honnêtement, ça me parle, vraiment, ça me parle. Et tu tombes en lisant l'article de Karl. Ouais, en lisant l'article de Garge, je vois, double page, Vulgarisation, le truc. libéralisation du marché qui date de 2003-2004. On voit l'article, je te dis, on est en 2009, donc 4-5 ans après. Je sais plus en quelle année ils ont ouvert leur première crèche, mais pas en 2003-2004, un peu après. Donc honnêtement, à l'époque, il y avait pas beaucoup de crèches interentreprises. Ça avait commencé à se développer un peu, hein. Il y avait 5-6 opérateurs quand même d'une taille certaine. Mais on se dit, il y a une place. Ouais. Ah, on regarde les statistiques du nombre de naissances, de machin, on se dit: «Il y a une place, il y a de la demande, pourquoi pas faire de l'offre?» Et voilà, ça coche pas mal de cases. Dans le sens où on se dit, ben, tu ouvres ta première crèche, il y a le PNL de la première crèche, Et c'est tu censé être rentable. ouais. Donc ça veut dire que tu as ton budget de base
qui est, ton budget de travaux, ton budget de signature du bail, ton budget un peu de BFR, et cetera. On se dit: «Bon, c'est encadré», tu vois? Mmh. À l'époque où on le crée, hein. Ça dans les faits, ça s'est pas du tout passé comme ça, d'accord? Ah, c'est intéressant Mais de savoir. à l'époque où tu crées, tu te dis: «C'est super, c'est encadré. Ça va nous coûter, 400 000 €, on va aller voir les banques». Hem on a mis 100 000 € de notre poche, on se dit: «Les banques, elles vont financer», on nous a dit: «Surtout pas de garantie perso». Mais en fait, tu vois 100 des banques qui te demandent des garanties perso. Tu dis: «Mais en fait, j'ai besoin d'une banque, d'une garantie perso. De toute façon, qu'ils viennent me chercher, j'ai rien, non», tu vois? Sur que je signe une garantie perso. Voilà, donc à l'époque, on se dit: «Le budget, il est encadré et on y va», et puis en fait, on y va comme ça parce que on se dit: «On maîtrise à peu près», non pas forcément la partie professionnelle petite enfance, Oui. mais le reste, a C'est priori, on saurait faire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on se dit: «Allez banco, on y va». donc c'est quoi les 1res étapes? Non, les premières étapes, ça a été de rechercher des locaux. Ouais, et vous ouvrez elle ouvre où la première crèche? Attends, on dépose les statuts, on crée la boîte à l'été 2009, Ouais. on ouvre la première crèche en janvier 2011. OK, ça a pris, 1 an et demi. Pourquoi? Parce que, 1, on visite des locaux, personne ne veut nous louer. On a 24 ans, 25 ans, enfin non, j'exagère, ouais, 0 25 ans, confiance. 25 ans. On vient avec notre, bip et notre couteau, et aucun bailleur veut nous louer. Ou en tout cas, ceux qui veulent nous louer, ils nous proposent des garanties complètement délirantes. Donc en fait, on se dit: «Merde, putain, on n'avait pas du tout On n'a prévu pas ça. calculé On ça. n'a pas du tout prévu les le cash pour mettre autant de garanties, c'est pas possible». Ouais. Donc on persiste à chercher. Initialement, je te la refais très, très courte, mais initialement, nous, on voulait c'était juste le moment où il y avait la loi sur les petites crèches, les micro crèches, et on D'accord, s'est c'était dit: «On quoi va ça? faire des micro crèches». Ah, Les micro crèches, c'était des toutes petites crèches de 10 berceaux, qui aujourd'hui est un secteur qui est hyper développé. Mais qui au mais à moment l'époque, où c'était nous on veut y aller, personne n'y va. En tout cas, pas les gros opérateurs de l'époque n'y vont pas, et surtout, en fait, c'est hyper mal perçu, mais hyper, hyper mal perçu par toutes les administrations de l'époque. C'est-à-dire que tu vas voir la PMI, la CAF, et cetera, les microcrèches, c'est vraiment fait pour, à la base, les assistantes maternelles pour qu'elles se regroupent et tout. Donc on se rend compte qu'on est hyper mal accueillis. Bon, déjà, on est 2 petits cons, la finance, mmh, et qui viennent faire de l'argent sur le dos des enfants. Et c'est hyper mal perçu. Donc on se dit très vite: «On n'y arrivera pas», et les administrations n'en veulent pas, les mairies n'en veulent pas. Donc en fait, on est en train de se planter. Donc on se dit: «OK, tu sais quoi? On va faire comme les autres, on va faire des crèches». Et puis en fait, très vite, la CAF nous dit: «Non mais en fait, vous aurez pas d'agrément, de notre part parce que, c'est enfin, on vous connaît pas, vous avez aucune légitimité», et cetera. On se dit: «Bon, c'est pas grave, on va faire une crèche complètement privée, avec la PMI, et les parents, ils paieront full price, c'est pas grave, ça sera pas agréé avec la CAF, mais les parents paieront full price». Donc on se dit: «De toute façon, les gens on va aller dans des quartiers où les gens ont de l'argent et puis ça va marcher». On va dans un quartier de Saint-Maur-des-Fossés, qui est la Varenne-Saint-Hilaire, pour créer notre première crèche. Donc là, on trouve un bailleur, à l'époque privé, très sympathique, avec qui on arrive à avoir des conditions de baux, acceptable. plutôt acceptables, plutôt favorables. Entre-temps, nous, on s'était adjoint, la compétence d'une infirmière puéricultrice qui bossait avec nous, qui était la caution, petite enfance, et qui était Mmh. vraiment la professionnelle de petite enfance, qui était face aux administrations de tutelle à l'époque. Donc qui nous a fait qui nous a fait Ouais. tout le travail de petite enfance. Et donc on a ce premier truc où on se dit: «On va ouvrir un p en on va ouvrir, 100 payé par les familles», donc très cher, 1 900 € par mois, machin, mais on se dit: «Ouais, ça va, les gens, ils ont de l'argent, ils vont le faire». Hem, on a eu des énormes galères sur le chantier, je vais pas te refaire toute l'histoire, mais ça a été un enfer absolu. La leçon, c'est que quand tu prévois quelque chose, en fait, c'est jamais Non, c'est-à-dire que le premier entrepreneur, il part avec la caisse, on n'a aucune compétence en termes de travaux, donc on se fait complètement bananer par des architectes, des architectes moisis, bon, on perd beaucoup d'argent, sur le budget initial. et pendant ces 1 an et demi, comment tu gardes Bah, tu pas le choix, en fait. le mental? Je vais te dire un truc, en fait, Ta femme, elle te pousse derrière? j'ai refait le film, avec mon associé récemment parce qu'on a recréé une boîte ensemble, récemment. En fait, il y a un truc qu'on a à cette époque qui est la naïveté. C'est maintenant on y est, de toute façon on est dans on est la tête dans la on est jusque là. De toute façon, faut avancer, on va y arriver, et puis de toute façon, il y a pas le choix, en fait. C'est tu une forme de naïveté, une forme de no choice qui est là, il faut y aller. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance inouïe d'avoir ma femme qui nous a vachement poussés, qui subvenait aux besoins du foyer, suffisamment, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup poussé. Oui, à cette époque-là, on est très poussés.
Mais de toute façon, tu as pas le choix, en fait. Tu as investi tes économies, tu es là-dedans. Il y a une espèce un peu d'orgueil aussi, je pense, où, tu te dis: «Tout le monde t'a dit que tu vas te planter». Donc rien que pour ça, tu as pas du tout envie de te planter. Donc ça joue, forcément, ça joue un peu. Tu te bats pour exister, tu fais des trucs comme ça un petit peu à l'instinct. Il s'avère qu'on arrive à ouvrir cette première crèche. On ouvre la crèche, on a 3 clients sur 40 places. Voilà, donc autant te dire que le BFR que j'avais fait de manière très scolaire, avec mon petit polycopier de l'ESSEC à l'époque, aucun rapport avec la choucroute. Je dis à mon associé: «C'est mort». C'est-à-dire que là, il nous reste 3 mois de cash dans la caisse et au rythme auquel ça va, 3 mois, je suis optimiste. Donc je lui dis: «Écoute, maintenant c'est ouvert. On a des familles qui sont là. On n'a pas fait complètement de la merde sur la qualité d'accueil. Ouais. On a une équipe qui tient la route. On rappelle la CAF». Je lui dis: «On rappelle la CAF. On tente le tout pour le tout, on rappelle la CAF». Et mon associé Gabriel, qui est très, très doué là-dedans, dans tout l'administratif et surtout dans la gestion de ces personnes. Il a vraiment un talent voilà, Pour aller pour bien leur parler, pour faire des dossiers super, enfin, il est mmh. hyper talentueux là-dessus. Il rappelle la CAF. On a eu la chance, là, c'est je pense la chance qu'on a peut-être su provoquer, mais on a vraiment énormément de chance. On a une interlocutrice qui nous dit: «Bah, en fait, vous rentrez dans aucune case, mais j'ai peut-être une idée. Je vais vous faire rentrer dans la case des crèches, locales», je me rappelle plus le nom. Ouais, un truc de Un truc de un truc dans les placards qui existait, mec, là, je commence. c'est pas associatif, c'est pas privé, c'est pas machin, mais elle dit: «Ah, je vais essayer de vous faire rentrer dans cette case-là». Et elle vient visiter la crèche. On a un super relationnel avec elle et elle nous dit: «C'est bon, j'ai envie de passer je vais faire passer le dossier et je vous tiens au courant». Incroyable. Moi, je lui dis: «Plutôt avant-hier qu'après-demain», parce que là, c'est très chaud en termes de cash. Et elle nous a fait passer le dossier. On a eu une subvention, je crois que je me rappelle du montant. Gabriel me corrigera peut-être, mais je crois qu'on a eu 168 400 € D'accord, de la CAF qui, te remboursait une partie des travaux. C'était des subventions sur les travaux d'accord. et donc du coup, elle nous rembourse 168 000 et des bananes, sur les travaux. Oui, tu peux tenir un peu plus de Mais 3 mois. la contrepartie, Mmh. c'est que les familles passent au régime CAF. C'est-à-dire que nous, on peut plus facturer, Nouvelle le sang prix qu'on facture et on est obligé de passer sur le système de crèche entreprise. Donc là, on a commencé à sortir les rames pour se dire: «Bah, tu sais quoi? Au fur et à mesure, on va essayer de vendre des places, à des entreprises locales». On découvre le marché de la crèche entreprise parce qu'on ne pensait pas y aller là-dessus, au départ et ça a pris du temps. Mais en fait, les 168 000 € qu'on a reçus de la CAF, bah, ils nous ont sauvés. Ouais, c'est un vrai matelas, hein. Bah, ça a été un vrai matelas honnêtement, on ne passait pas. Tout à l'heure, je t'ai dit: «On n'a pas levé d'argent». C'est pas 100 vrai. Il s'avère que malgré ces 168 000 €, un peu après, comme on se dit avec Gabriel: «Cette crèche-là, elle va mettre un temps illimité pour être rentable et on s'en sortira jamais». Je Pourquoi c'est cette crèche en particulier? Non, parce que c'est cette première crèche, on a du mal à la remplir, Ah OK. elle est assez grosse. Le break even, il est quand même on est loin du break even. Je dis à l'époque, on en parle avec mon associé et on se dit: «Si on met pas un peu le pied à l'étrier pour en ouvrir et forcer un peu le destin, pour en ouvrir une deuxième assez rapidement, on va s'embourber dans ce truc-là et on en ou enfin et on va Ouais, voilà, ouais, on va s'éteindre là-dessus». Et en fait, pour le faire, il fallait lever un peu. bah, on voit les banques. Même si je manipule un peu les BP pour essayer de manipuler les banquiers, le banquier nous dit, «Le BP, il est génial, mais vous avez un niveau de fonds propres qui est trop bas». Donc voilà, donc on va voir à l'époque, 2 business angels, qui mettent 200 000 € dans la boîte, pour renforcer les fonds propres. Mmh. Donc on n'est pas complètement Bootstrappé. free strap. Mais bon, c'était vraiment parce qu'on avait ce creux de trésorerie, Ouais. et cette envie de développer, et Et cette ils ont envie fait le de bon passer deal. le deuxième. Voilà, donc ils ont été là franchement et ça a pris très peu de temps, ils sont rentrés très vite, et ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier du développement et je pense que, du coup, ça a un peu changé notre prisme sur le secteur dans lequel on était parce qu'on était un peu embourbé dans cette première. On a ouvert 2 autres qui ont mieux marché plus vite. Heu, Donc pourquoi ils ont mergé? Parce que c'était plus petit? C'est plus petit et parce que c'est dans un meilleur quartier? ouais, enfin, je sais pas. Honnêtement, Ouais. c'est très difficile à dire. On est allé dans un autre secteur Et pour le comment tu fais du marketing en plus à l'époque sur ce genre de crèche?
Non, tu sais, marketing local, tu vois? J'ai dit la première, on a imprimé des flyers à l'ancienne. On se baladait dans les rues de Saint-Maur, mon associé et moi, et on distribuait des flyers, aux nounous dans les parcs, aux mamans, dans les boutiques pour enfants. On y allait nous, hein, et on parlait avec les mamans et on s'est fait connaître comme ça, et puis on est allé devant la mairie et puis, machin, enfin, Ouais, très bien. système D, hein, voilà. Parce qu'à l'époque, il y a pas de on a essayé de le Google AdWords, mais bon, ça rapportait rien. Donc voilà, mais voilà, donc on se dit: «Cette crèche, elle va mettre du temps, Ouais, ça tu l'as senti, ouais. ça va être notre boulet pendant un temps, mais elle est là, elle nous a permis d'exister, mais maintenant il faut avancer». On t'ouvre 2, puis après combien? Ça va jusqu'à où? On ouvre 2 le temps de lancer les process et les travaux, on ouvre 2 en septembre 2012, donc 18 mois après la première. Mmh. Après on en ouvre, les dates, j'aurais pu réviser, mais on en ouvre 3 ou 4 en 2013. On en ouvre, 4 ou 5 en 2014. Ah ouais, ça va vite On après. fait une pause en 2015. Enfin, on en ouvre peut-être 2 en 2015, mais on fait une pause parce que, on avait quand même un peu de croissance, surtout de personnel. Nous, une courbe d'apprentissage aussi, nous, en termes de plein de choses. Mmh. On n'a jamais été capable de déléguer vraiment, vraiment correctement. Donc on gérait beaucoup, beaucoup de choses dans la boîte et puis bon, on fait une petite pause quand même aussi pour, refaire un peu un matelas de cash, correct, et on réaccélère, fin 2015, 2016-2017 pour arriver à 22 crèches en 2017. Et c'est à quel moment que tu t'es à quel moment, ouais, de ce parcours-là, que tu t'es dit: «OK, là, c'est bon, comment dire? Que tu as atteint un peu ce break-even, ce point, où tu te dis: «OK, là, je suis content de ce que j'ai fait, je me sens, soit moins stressé par le cash qui enfin, par du cash que je dois rembourser» et cetera, et cetera. Alors c'est une bonne question, jamais. Je pense que ça a été aussi un problème entre mon associé et moi. On n'a jamais été content de ce qu'on a fait. Ah ouais? On n'a jamais été pas stressé. On a toujours été hyper stressé. On a toujours été hyper stressé sur le cash. On a toujours été hyper prudent. Parce que c'était vrai ou parce qu'en fait, c'est juste une Parce mentalité? que parce que je pense que c'était une mentalité, on était, je te dis moi, j'ai géré ma boîte jusqu'au jour où il fallait la vendre. Je n'ai géré ma boîte que par rapport à l'argent dans la caisse. C'est-à-dire on regardait, on avait quand même beaucoup de capex pour ouvrir. Mmh. On avait quand même des dettes, bancaires, au fil de temps du temps, enfin, on avait quand même un pool de dettes bancaires quand même pas mal. Et puis, tu avais des aléas de trésorerie, la CAF, elle payait plus ou moins bien, plus ou moins rapidement. Tu avais des entreprises qui payaient plus ou moins bien. Il y avait quand même des aléas de gestion de trésorerie et tu as des engagements, vis-à-vis desquels tu peux pas te cacher. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais un chantier et que tu mets la pression pour tes mecs parce que tu as des dates clés pour ouvrir. Ouais, et Tu vas oui. pas ouvrir une crèche en mai, OK? C'est-à-dire que, il y en a qui le font parce que c'est prêt et je vais ouvrir la crèche en mai, et que pour les bébés qui naissent, c'est bien, parce que c'est le problème des gens qui ont leur bébé qui naît son congé mater qui finit en mai, tu as envie de la crèche, mais ceci dit, ouvrir une crèche en mai, c'est pas la date la plus stratégique. Tu vois? Tu vas te dire les dates les plus stratégiques, ça reste quand même à partir de septembre jusqu'en janvier, tu vois? Au-delà, c'est plus compliqué dans le remplissage et dans le ramp-up de ta structure. Donc en fait, tu lances tes chantiers, tu veux que ça aille vite, tu veux que ce soit bien géré. Tes mecs, tu vas pas t'amuser à les payer, 90 jours fin de mois, Ouais, ouais. en t'amusant sur les délais de paiement, tu vois? Tes mecs, ils t'envoient la facture, si tu fais des bonnes relations avec eux, nous, on paye au cul du camion. Et on a toujours payé, le mec qui m'a envoyé la facture, je lui payais dans la seconde. Parce que, je voulais garder cette relation avec lui, où le mec, il savait que quand il faisait des trucs pour moi, il savait Il allait te qu'il payer direct. non, on savait, on avait une parole, on se serrait la main et on se disait, voilà, enfin, tu vas très vite, mais entre contrepartie de tu vas très vite et on a tiré un peu sur les budgets, tu seras toujours très bien payé. Ouais. Et donc du coup, tu peux pas échapper à ça. Donc ta trésorerie, quand tu sors, quand tu ouvres 4 ou 5 crèches, à notre niveau, il y en Ouais, a ouais. qui gèrent beaucoup plus, mais à notre niveau, tu ouvres 4 ou 5 crèches, tu en as pour, 1-2 millions d'euros par an de chantier, et il faut décaisser, à rythme assez régulier. Bah, tu peux pas te planter sur ta trésor. Donc on a toujours été assez stressés là-dessus. Je pense que, tu vois, l'une des choses a posteriori, Ouais. en back trading sur l'histoire, c'est qu'on a très peu célébré. On n'a jamais été très, très contents de ce qu'on avait fait. Enfin, on a toujours été très, très Ouais, bien sûr. voilà, tu as toujours un regard très critique sur toi-même. Et puis voilà, c'est vrai que, franchement, honnêtement, a posteriori, dans Tu aurais vou l'histoire, tu aurais voulu plus célébrer?
Je pense que si on avait plus pris le temps de célébrer, on aurait vécu, certaines choses différemment. Est-ce qu'on serait resté plus longtemps? Est-ce qu'on n'aurait pas vendu à ce moment-là? Est-ce que j'en sais rien. Parce qu'elle Tu refais pas l'histoire. ouais, Heu, je pense que un des écueils, c'est de célébrer trop tôt aussi. ouais, bah, Il y en a beaucoup qui sabrent le champagne, à la première levée de fonds, machin, qui mettent des étoiles dans les yeux et cetera et puis en fait, mmh. voilà, tu célèbres un peu trop tôt. Donc Ouais, ouais, c'est c'est une sensible à dire. c'est une forme d'équilibre, c'est toujours très, très complexe. Tu sais, quand tu es dans le jus, c'est hyper dur d'être objectif, hein. Ouais. Parce que du coup, en 2007, tu vois, tu as 22 crèches, c'est ça? 2017, ouais. Et tu commences à te faire rapprocher, parce qu'à cette époque-là, tu cherchais pas à vendre? Alors, Ou dans le secteur, à l'époque, entre autres Rodolphe qui est peut-être, l'entrepreneur dans le secteur des crèches qui est voilà, le sol? non, le plus malin, qui a fait le plus tôt, des opérations de M&A et Rodolphe, il a commencé très tôt à faire des opérations de build-up, dans son histoire. Rodolphe, on se voyait de manière assez régulière. Je voyais un petit peu aussi les autres, mais j'avais pas la même relation, du tout. Je savais je savais que Rodolphe, il y avait une forme de confiance et en fait, quand tu vois quelqu'un qui a fait des acquisitions et où tu sais, on dit très souvent, la réputation, c'est ce que tu laisses, dans ce monde, tu vois? Enfin, fais-toi un bon nom et c'est ton bon nom qui reste ici. C'est vrai que Rodolphe, il avait une réputation très business, mais Mais carré, ouais. très propre. Donc bon, Rodolphe, on se parle. Il s'avère qu'on a eu une année 2016 en termes de RH qui était très compliquée. On a eu quelques épisodes à gérer, qui ont été, extrêmement, difficiles moralement, très fatigants moralement. Heu bon, on s'est soutenu avec mon associé, mais ça nous a mis un gros, gros coup, au moral, et on s'est dit: «Tain, tout ça pour ça, quelle ingratitude», voilà. Tu as un peu un sentiment où on a toujours essayé de voilà, enfin de bien hyper bien se comporter, Mmh. ce qui est pas le cas de beaucoup de gens, du marché et voilà, donc gros coup de fatigue. Rodolphe, à ce moment-là, il me dit: «Est-ce que tu es à vendre?» Il me posait la question de manière un peu récurrente. Je lui dis: «Écoute, non, on n'est pas à vendre, on est tout à un prix». Et voilà, après, on a commencé à discuter. Il me dit, «Voilà, moi, j'ai voilà les KPIs pour t'acheter tant, à combien tu vends?» On s'est regardé, on s'est dit, «Nous, à ce prix-là, on vend. Heu, OK, bah, si tu veux ce prix-là, je veux, tant de berceaux, tant d'EBITDA, par crèche, je veux, telle et telle métrique, autre, qui soit respectée». Je lui dis: «Bah, OK, rendez-vous dans un an». Donc à ce moment, je lui dis: On se serre la main». Je fais: «OK, tu as l'exclusivité de fait». Rendez-vous À dans la un an. parole? Rendez-vous dans un an et moi je m'engage à voir personne. C'est-à-dire que j'ai pas lancé de process, machin. Je pense que le prix qu'il nous a payé était un prix qui était, honnêtement, heu, très, très fair, qui était, franchement dans le marché, je pense à l'époque, bien dans la fourchette. Mmh. Et moi j'étais content de faire un deal non intermédiaire et assez protégé, parce que de ma petite expérience du passé, j'ai vu des deals où quand c'est trop des process, comme ça, mais en fait, tu as quand même ton opérationnel à gérer, quotidien. Surtout que nous, on Ouais. avait je te replace le contexte, nous, on avait très peu délégué. On était hands on sur tout et en fait et gérer un open bid Et gérer ta vente? et gérer ta boîte, Ouais. mais en fait, tu peux perdre, tu vois? Enfin, moi, je gérais ma trésorerie, on a weekly basis. C'est-à-dire que, et il y avait pas, Penny Lane, Conto, qui me faisait tout automatiquement. Enfin, une fois de plus, c'est-à-dire que j'étais un peu à l'arrache à l'époque, avec des outils maison. Donc je me dis et mon associé, il voulait aussi beaucoup préserver l'anonymat de la chose et une fois de plus, on me faisait vraiment très confiance en Rodolphe et bon, l'histoire nous a donné raison, et lui a donné raison parce que lui, il a fait, je pense, une bonne affaire à terme, parce qu'il a hyper bien intégré notre boîte, qu'il a fait une super religion sur notre boîte, que nous, au moment où il nous achète, on a fait une bonne opération et tout le monde est content. Enfin, tu vois? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc non, on n'a jamais sollicité, la vente. On parlait avec d'autres Ouais, opérateurs avant pour voir un petit peu, ouais, pour être com sûr, hein. ouais, pour comprendre un peu les tenants aboutissants, les multiples, voilà. Et donc à ce moment-là, tu fais combien d'EBITDA, quand tu vends? Écoute, une fois de plus, je te dis, nous, on n'a jamais piloté notre boîte sur l'EBITDA. Nous, on pilotait la boîte sur la trésor. Et lui, il regardait quoi, Rodolphe? Il regardait l'EBITDA? Non, il regardait l'EBITDA, mais il rega tu sais, tu as toujours l'EBITDA comptable et l'EBITDA pro forma. Mmh. Mmh. Voilà et l'EBITDA pro forma, c'est pas au singe à qui on apprend à faire la grimace. Tu peux pas le douiller, donc. Ouais, tu vas pas le douiller en manipulant tes comptes, machin et cetera. Donc, tu sais, le bilan comptable, c'est une chose.
Et quand tu développes ta boîte, tu sais, les choses qui sont, Exceptionnel ou pas, ouais. ouais, tu connais les exceptionnels, tu sais dans tes frais de développement ce que tu peux réintégrer, pas réintégrer, mettre des trucs, un peu intelligents pour, éviter de gonfler ton EBITDA et ton résultat net et payer des impôts débiles à la fin de l'année, alors que potentiellement tu peux étaler. Donc nous, à ce moment-là, jamais j'ai regardé mon PNL. Moi, mes actionnaires, ils s'en foutaient, ils voyaient qu'on se débrouillait plutôt très bien, qu'ils savaient qu'ils allaient faire un très bon deal. Ouais, vous aviez bien joué. Jamais, enfin, j'ai jamais fait, une AG, enfin, tu vois, à notre AG, on la faisait au resto, Ouais, ouais. avec, 3 bouts de papelas, on disait: «Bon, écoutez, voilà, faut signer là parce qu'il y a un il y a un PV Il y a la d'AG, loi. il y a un PV d'AG, c'est la loi, faut signer ainsi». Enfin, j'ai jamais eu de compte à rendre. Enfin, Ouais, on se mettait suffisamment la pression avec mon associé pour que ça fonctionne. Donc voilà, on faisait un peu moins, un peu aux alentours de 12 millions d'euros. On avait une très bonne rentabilité dans le secteur, heu mais à ce moment-là, on a un bon EBITDA. OK. Facialement parlant, à présenter, on a un EBITDA qui est très bon. OK et le process, combien de temps il dure avec Rodolphe? Donc, 1 an, je revois 1 an plus tard avec les chiffres. Le process, en fait, comment ça se passe? C'est que nous, on a un trigger fiscal qui est à l'été 2019, l'été 2017. D'accord? Ça veut dire Nous, on quoi un avait trigger fiscal? nous, on avait 8 ans de détention de nos parts à l'été 2017 et en fait, tu devais pas être né à l'époque, mais c'est pour la blague, mais en 2017, il y avait les pigeons. C'est le mouvement de Jean-David Chamboredon, de Isaïe, parce qu'il voulait sortir une loi, sur les titres des entrepreneurs, sur la fiscalité des titres des entrepreneurs et les mettre au barème du revenu. Et en fait D'accord. et en Passer les fait 8 ans? non, 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 Ah, pour tout le monde. OK. Et en fait, ce qu'ils ont obtenu, c'est que ce soit pas le cas et qu'il y ait en fonction des durées de détention des titres, des abattements d'impôts. Et il s'avère que on était dans un semi-paradis fiscal à ce moment-là, parce qu'il y avait pas la flat tax et qu'on avait un très gros abattement sur l'impôt pour les titres qu'on détenait en personnel. D'accord? Mais il fallait détenir les titres pendant 8 ans. Et donc à ce moment-là, donc je parle à Rodolphe, été 2016. Il me dit: «OK, dans 1 an, si tu as telle métrique, je t'achète». Je dis: «OK». Par contre, aucun process officiel et on ne signe aucun doc. Donc c'est de la pure confiance et nous, jusqu'au moment le matin même de le du signing le 5 septembre 2017, le matin même, potentiellement, il se pointe pas, il achète pas ma boîte, il se passe rien. Putain, ça c'est fou ça quand même. C'est-à-dire qu'on y va, on est nous, dans notre tête à Gabriel et moi, on n'a pas encore vendu notre boîte Ouais, et ouais. on gère notre boîte comme si on la vendait pas et il y avait pas la loi Hamon, heureusement, parce que, on l'a pas encore dit à nos salariés à ce moment-là. Donc Ah, parce qu'il y a une loi qui maintenant qui dit que quand tu ouais, prends bah, la loi Hamon, tu es obligé de prévenir, tes délégués du personnel et machin et tout ça. Donc après ça a été très bien pris en interne quand on l'a annoncé et ça s'est très bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est que donc du coup, on parle avec Rodolphe, été 2016 et on se dit: «On se revoit dans 1 an». En mars, on se rappelle. Je lui dis: «Écoute, je pense qu'on sera dans les clous. Je pense que septembre, on a un pro forma qui est dans les clous. Si tu veux, on t'ouvre une data room. Par contre, tu mets pas un pied chez moi». Parce que je veux garder de la confidentialité et même pour lui, je pense que c'était intéressant de garder de la confidentialité parce qu'au moins ça se sait pas Mmh. et honnêtement, à part à la dernière minute à cause de certains banquiers qui sont des gros cons, Ouais. c vraiment à part jusqu'à la dernière minute quand lui, il a dû faire son financement de l'acquisition et qu'il y a certains banquiers qui ont bavé sur le marché, mais jusqu'à la dernière minute, personne ne savait qu'on vendait. D'accord. Donc mars 2017, on lui ouvre une data room. Donc on fait, avec, lui, il a une l'époque KPMG, qui nous fait sa liste de questions, qui nous ouvre plein de dossiers dans lesquels il faut mettre les documents et en Mmh. fait, c'est une data room, dans lesquelles on répond à leurs questions, on remplit des documents Excel, on lui met toutes les informations et puis il fait sa due deal comme ça, Ouais. financière, sociale et juridique. Donc tu arrives à vendre juste avant cette période de Ça dure détention? alors c'est l'audit, il dure, oh là là, ça pour le coup, je me rappelle plus combien de temps ça dure. Peut-être que Gabriel le saurait mieux que moi. Je pense que ça doit durer 1 mois et demi, 2 mois peut-être, les échanges, les allers-retours et cetera, Ouais, ça va. pour qu'ils puissent confirmer le prix. Mmh. Alors pas qu'ils confirment le prix, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on avait un engagement entre nous, c'est que, moi on voulait avec Gabriel, pas d'accompagnement, pas d'earn-out, prix 100 payé en cash et pas de gap. On était un peu gourmands. Hem Et il s'avère qu'on s'était tapé dans la main en disant: «Écoute, la gap,
ce sera, C'est quoi la gap exactement? la garantie d'actifs passifs. C'est-à-dire quand tu vends ta boîte, d'autant plus quand tu as pas d'earn-out et que tu restes pas Mmh. dans la boîte. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as un earn-out, ton acheteur, il peut potentiellement, s'il y a des risques qu'il avait pas vus ou voilà, si émergent des choses qui étaient de ta responsabilité, que lui doit payer, mais que toi tu aurais dû payer, en fait, il va se servir sur ton earn-out. Il va te dire: «Bah, en fait, si je te dois, 100, Ouais. mais que j'ai payé 30, bah, je vais te payer 70». Donc la gap, c'est dans tous les deals, de M&A du monde, tu as une garantie d'actifs passifs parce que ton acquéreur, il te dit alors market practice, c'est un pourcentage du prix de vente, entre, 5 et 10. Parfois pour des activités plus à risque avec plus de bilan, tu peux aller jusqu'à des 20, mais c'est un montant du prix de cession. C'est un pourcentage du prix de cession qui est séquestré Qui est mis de côté un peu? qui est séquestré de ton prix de vente. Tu vends, Tu vends 100, 100, tu as dit ce qui tu vends 100, il y a 10 qui te sont pas donnés, 10 sur lesquels toi tu payes des impôts, vendeur, mais qui te sont donnés en 2 ou 3 ans selon les au groupes. cas où, ouais. Voilà, au cas où et le risque il se purge en 2 3 ans. Et Pourquoi est-ce que c'est 2 3 ans? Parce que le risque fiscal, c'est sur 3 ans, parce que le risque social, avant les lois Macron, où les procès de prud'homme, et maintenant aujourd'hui sont un peu accélérés, mais les procès de prud'homme à l'époque, ils pouvaient durer 2 3 ans. Pourquoi est-ce que ça dure 2 3 ans? C'est parce que ce risque-là qui était de ta propre responsabilité, si tu as eu un conflit avec une salariée, c'est pas à ton acquéreur de payer, si le elle prend, procès. 200 000 € de dommages et intérêts, du prud'homme, c'est pas à ton acquéreur de payer, c'est à toi de payer. Et moi je lui avais dit: «Écoute, tu sais quoi? Tu fais un audit de notre boîte et le montant Que tu jugeras, non, le montant que tes auditeurs y mettront, ce sera la gap. Je veux dire, à l'euro près». Bon, il s'avère que ce montant était bien inférieur à la gap qu'on a eu in fine, parce qu'on savait qu'on avait une boîte très propre et donc voilà, donc on a eu une toute petite gap de principe. qui finalement ne s'est jamais activé? Non, bah, qui nous a été, rendue, au fur et à mesure du temps, mais effectivement qui a pas servi. Donc heu, donc voilà, donc non, il a fait, 1 mois et demi d'audit, il est pas venu, heu il est pas venu chez nous. Il connaissait nos crèches parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un réseau. Ils avaient développé un truc qui s'appelle encore 1001 crèches et donc en fait, ces équipes connaissaient nos crèches. En fait, ces équipes du réseau qui réservaient des places dans nos crèches, elles étaient déjà venues chez nous. Donc ils connaissaient nos Ouais, crèches. ouais, ouais. Il avait pas besoin de faire d'audit qualité, de nos crèches, à venir avec ses gros sabots dans nos crèches et cetera. Ils connaissaient les crèches et quand ils ont eu besoin de venir dans les crèches qu'ils connaissaient pas, ils venaient avec l'étiquette réseau. D'accord. Donc voilà, donc ça s'est fait de manière Qui est très classe, très bien. très confidentielle et en fait, quand ils confirment le prix en avril, mai, 2017, Oui. on signe rien. Enfin, on signe un document pour le principe qui vaut rien, qui est mis dans le coffre des avocats et qui vraiment, en termes de valeur juridique, vaut Rien du tout. vraiment rien, tu vois? Donc nous, on gère la boîte, comme si de rien n'était, en se disant: «Oh pétard, on a peut-être vendu, ça va changer notre vie» et cetera. Mais on continue d'ouvrir des crèches, et on continue de remplir nos crèches et de gérer les problèmes au quotidien Jusqu'en septembre. jusqu'au matin de la transaction Parce et que le moment où c'est bon, où c'est fait, qu'est-ce qui c'est quoi les après tu reçois pas te le cash, d'un coup, non? si tu reçois, nous on a fait signing closing, le même moment. Donc tu pas les virements instantanés, mais je sais plus, on a eu le virement, je sais pas si c'était le soir même ou le lendemain, mais on a dû avoir le Ah, c'est aussi rapide? ouais, c'est Et rapide. après tu te dis: «Bon, c'est bon, voilà, Voilà voilà». et c'est vrai que ça Mais fait du coup, tu bizarre. retournes plus au boulot le lendemain matin? Alors attends, tu retournes au boulot quand même. On avait quand même, un Il y a peu une transition, hein. non, on avait de la passation à faire quand même. Moi, C'est ça qu'on avait des tuyaux à débrancher chez nous, à brancher chez lui et cetera. Ça s'est fait très, très vite. Enfin, je pense que voilà, quand je parle aujourd'hui avec d'autres entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, enfin, nous, on a vendu début septembre 2017. Début novembre, on n'était plus dans la boîte. ah oui, quand même, ouais, ouais. Donc et en fait, entre septembre et novembre, ce qu'on avait négocié, enfin ce qui était signé, c'est qu'effectivement, on n'était plus rien dans la boîte. C'est qu'en fait, on n'avait plus aucun mandat légal dans la boîte. On ne pouvait plus rien signer, plus rien faire. On n'était ni salariés, ni mandataires sociaux, ni rien. Tu étais sous le carreau. Juste on se Tu pointait. l'ancien. Non, mais juste on se pointait pour pour gérer la passation.
avec une étiquette, d'ancien propriétaire, ce qui était une situation un peu spéciale. Mais bon, voilà, il savait Rodolphe qu'avec, avec Gabriel et moi, il avait affaire à des gens, Ouais, ouais, lourd. ouais, et puis on n'avait aucun intérêt. Enfin, qu'est-ce que tu as intérêt à jouer au malin et à lui dire, «C'est bon, je vais au Caïmans, viens me chercher». Quel intérêt, tu vois? Et non, non, ça s'est fait très, très rapidement. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est l'une des erreurs que je referais pas aujourd'hui, si ça devait me réarriver. Ce quelle erreur. Bah, je pense que c'est une erreur pour un entrepreneur, en tout cas comme Gabriel et De moi. tout arrêter d'un coup. Ouais. Tu aurais, accepté tu aurais dû faire une transition, Ouais. rester en fait Ah ouais. à la tête des Ouais. crèches, Et tu verras, aujourd'hui, je le vois dans beaucoup de témoignages, de gens qui ont vendu leur boîte. En fait, tu as une Mais espèce. c'est d'ailleurs ça, j'ai vu, je crois que c'est il y a 2 jours, Louis qui s'appelle, non? Sur LinkedIn, Louis, Ouais. lui, il est Oui, oui. et il explique, le Ouais, qu'il a reçu bien sûr. après la vente et toi, Mais en fait, c'est terrible, c'est-à-dire que tu as adhéré? mais une fois de plus, je te replace dans le concept. Gabriel et moi, on est des stressés de la life. C'est-à-dire qu'en fait, on gère notre boîte. Honnêtement, sur le papier, on gagne de l'argent. La boîte, elle gagnait, si on voulait, beaucoup d'argent, mais on se paye très peu. Alors, j'ai pas joué le schnorrer, Ouais, mais c'est-à-dire qu'on se paye par rapport à ouais. très peu par rapport à ce qu'on aurait pu se payer et aussi par rapport à tous tes copains qui sont en M&A, et qui deviennent, principal au BCG, enfin, tu vois, tu te payes très peu, d'accord? Enfin, en tout cas, tu te payes peu. Heu, on est très stressé sur la gestion du cash, donc on fait hyper attention et tu passes d'un état de gérer des problèmes au quotidien. Alors je veux pas noircir le portrait, on avait des trucs, voilà, il y avait des trucs, chambés, enfin, qu'on a aimé pendant longtemps, qu'on a moins aimé les 2 dernières années, mais tu gères quand même énormément de problèmes au quotidien. Donc mon associé, il gérait tous les problèmes de maintenance, donc les chiottes bouchées, les problèmes dans les crèches, de bâtiments, du bâti, les problèmes de travaux. Quand tu fais des travaux, tu découvres des trucs qui sont quand même un peu stressants, les accidents de travail, le machin. Tu gères plein de merde, d'accord? Puis tu gères tes salariés qui sont en demande permanente. Mais tu gères beaucoup de choses au quotidien qui sont pas forcément hyper agréables et tu te payes pas très bien. Et en fait, du jour au lendemain, Tu reçois une mise énorme tu reçois, pas mal d'argent sur ton compte en banque et tu fais pas. et surtout tu te lèves le matin et tu te dis: «Je n'ai aucun problème à gérer» et donc tu te lèves pas le matin. Tu as beaucoup de mal à te lever le matin et je pense que c'est le cas de tu vois, j'ai parlé un petit peu avec d'autres entrepreneurs. Je t'assure que moi, je suis une pile électrique. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de beaucoup dormir pour, voilà. Ouais. Putain, les premiers jours, tu luttes pour sortir de ton lit. Je savais tu disais: «Mais je vais faire quoi de ma journée? Enfin, ça va être quoi ma journée? J'ai pas de Ouais. je Ouais, sais tu pas pourquoi je impossible. me lève». Et ouais, franchement, il y aurait eu de la passation, il y aurait eu un peu cet effet forcément, heu, Mais moins. mais en fait un peu moins parce que, Tu te lèves le peut-être que si matin. j'avais eu des objectifs, même avec un petit turn-out à 1 an, bah, tu te lèves quand même pour des objectifs. Parce que, toujours avec cette histoire quand même un petit peu d'ego et cetera, donc tu diras: «Ah, j'ai un objectif, ben, je vais le remplir». Donc si tu as un burn-out à 1 an, qui est pas forcément vital pour ton prix de session, mais même si tu as un burn-out à 1 an, bah, tu te lèves le matin, tu te dis: «OK, j'ai mes objectifs, il faut que je remplisse mes objectifs». Mais tu as tellement moins de stress pendant 1 an parce que tu es plus mandataire social, parce que tu as OK, tu rentres chez Babylou, ils ont, 50 commerciaux, et un département commercial avec un directeur commercial, un sous-directeur commercial qui va gérer tes commerciaux. Ils ont un département RH qui va gérer tes RH, ils ont un départ qui gère ton turnover, machin. Tu gères plus ces trucs-là. Ouais. Potentiellement, tu es là que pour faire du développement et en fait, tu as une forme de sérénité et potentiellement un peu de redescente progressive qui te permettent potentiellement de te reprojeter sur le prochain tour Ouais. Mais là, tu et pas tu là, tu eu pam. là, pam! Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça aussi. Alors, je parle pas de Gabriel, il parlera de lui-même, de lui-même, mais tu vois, moi, je pense que tu es typiquement le genre de truc qui m'a fait faire pas mal de bêtises par, précipitation. Et en fait, moi, je me suis lancé très vite à faire plein de trucs. Ah donc tu as vécu cette conversation-là, tu t'as dit: «Putain, je fais rien» et tu as dit: «Bon, je repars sur un truc». Ouais, parce que bon, enfin, une fois de plus, tu Ouais. as des enfants à la maison, heu, enfin, tu vois, c'est tes parents, enfin, tu vois? C'est-à-dire que tu peux pas être là, en calbute dans ton canapé, avec la nounou qui va chercher tes gosses et tu vois? C'est-à-dire que c'est pas possible, enfin, tu vois? En tout cas, pour moi, c'était pas possible. Donc c'est quoi ces premiers choix que tu prends, tu vois, suite à ça? Bah, déjà, tu te poses la déjà, malheureusement, quand tu as un nous, on a entrepris une fois.
C'est et ouais, ça c'est et in fine, ça s'est bien passé, ça a été un succès. Ce qui est hyper difficile, c'est de mettre des mots sur, qu'est-ce qui a fait ton succès, en fait. La chance, le timing, le talent, le marché, les rencontres, tu vois? Ça qu'est-ce qui fait ton succès? C'est hyper difficile et encore aujourd'hui encore tu pourrais même pas ouais, encore aujourd'hui, c'est difficile parce que finalement, je te dis, tu as une forme de naïveté, une forme de quoi qu'il tu vois? De quoi qu'il advienne, tu as une forme d'énergie qui est en toi et voilà, tu te bats, tu vois? Enfin, pour que ça marche c'est très difficile de reproduire. Tu as qui l'ont fait, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui l'ont refait de manière très construite et tout parce que vraiment honnêtement chapeau, c'est pas simple. Mais je pense qu'il faut trouver un moteur, il faut trouver, un sujet passion, une vraie, ouais, un vrai goût pour ce que tu fais au quotidien pour que ça marche. Parce qu'en fait, une fois que tu as eu un premier succès et qu'en fait, c'est vrai que tu as gagné de l'argent qui te permettent d'être, quand même assez confortable et en sécurité, très vite, moi j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai au début, pas forcément entrepreneuriat, pas forcément recréation. tu fait quoi au début? Non, j'ai rejoint, j'ai pris on m'a Rodolphe m'a proposé, d'aider le développement, d'une startup qu'il avait acquise. Je m'entendais hyper bien avec le fondateur et cetera, mais au bout de quelques mois, j'avais l'impression de ne pas trouver ma place et puis, ça coûtait trop cher à la boîte et puis, pour plein de raisons, j'ai pas trouvé ma place et je me suis dit: «Mais attends, mec, tu Ouais, vendu ta boîte, tu de l'argent, ouais, pourquoi est-ce que tu t'emmerdes, à gérer ces trucs-là alors que ouais. donc, tu as une forme d'orgueil, une forme de, «C'est pas pour moi, c'est pour les autres, j'ai passé l'âge», et cetera, qui est une erreur. Et après voilà, j'ai rejoint une start-up, dans l'hôtellerie, même si je me suis très bien entendu avec le fondateur et que je lui ai apporté une compétence qu'il avait pas, qui était sur la finance et l'orga. Mais pareil, en fait, très vite, tu es pas chez toi, Ouais, tu retrouves pas tes marques et puis, en fait, il faut que tu respectes le fait que tu es pas chez toi. Le mec, il a créé la boîte, il a pris des risques inouïs. Toi, tu arrives comme un cheveu sur la soupe et tu veux lui donner des leçons. ouais. C'est très difficile d'apprendre ces marques. Puis bon, je pense que j'ai pas forcément le caractère et l'état d'esprit pour, arriver, comme ça, voilà, donc bon, j'ai fait plein de choses. J'ai créé des boîtes, j'ai recréé des boîtes de manière trop précipitée, Tu réinvestis son argent? j'ai réinvesti, pareil, de manière très précipitée. Parce que, bah, déjà, Tu devais faire j'imagine en plus. tu es sursollicité. Tu es sursollicité de partout. Donc tu as l'impression que tu es en train de louper des super bonnes affaires. C'est parfait, ils te De rendent partout, ils savent de partout parce qu'en fait, tu as ton nom qui sort dans un article de presse, c'est la part parce que, Babylou communique, ils ont acheté Kids School, donc ils citent ton nom, machin. Retrouver ton mail, c'est quand même pas très compliqué. Et puis en fait, donc tu es sursollicité de partout. Tu as un espèce de FOMO, ambiant, machin et puis bon, tu as de l'argent sur un compte, tu dis: «C'est con, ça dort, faut l'investir». Tu vois, tu es là, tu dis: «Ouais, ouais, machin», puis je vais être hyper intelligent parce que moi je suis un mec, tu vois, je suis un mec intelligent donc je vais faire un peu de due deal mais en fait tu te fais bananer par des mecs qui sont très commerciaux en face de toi et qui te vendent monts et merveilles, machin. J'ai pas su faire le tri sur les bons et les mauvais. entre les bons et les mauvais. Ça serait tu dirais que aujourd'hui tu as perdu de l'argent avec tes investissements, En start-up, ouais? bah, je verrai, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais tu as investi qu'en start-up, tu as pas investi J'ai investi beau non, non, j'ai investi beaucoup en start-up, j'ai pas fait d'IMO malheureusement. Ça, c'était vraiment une des grosses erreurs que j'ai faites. 1 parce que je pense que culturellement, dans ma famille, ça a toujours été des sujets de dans l'IMO, c'est des margoulins, donc on va pas dans l'IMO et je pense que j'étais un peu avec cette image-là. Ou après back trading, je vais pas te faire du back trading, hein. Back trading, je suis milliardaire. Back trading, j'aurais mis full sur le bitcoin en 2017 et je suis le roi de la planète, tu vois? Donc je vais pas te faire des règles de back bah, trading, enfin, une fois de sûr. plus, enfin, tous ceux qui ont fait des exits et qui ont investi de l'argent, le jeu le plus frustrant, c'est: «Mais et si j'avais ça? Et si j'avais fait pas ci? Et Le si temps j'avais que pas ça?» Tu vois? Donc de toute façon, il faut surtout pas essayer de faire de backtrading. Donc investissement en start-up, j'en sais rien. J'ai beaucoup de boîtes qui ont déposé. Entre l'effet covid, de tous les investissements pré-covid, et les mauvais choix et les mauvais secteurs, le web 3, combien on s'est fait bananer dans le web 3 par des trucs complètement j'ai un très bon copain qui me disait: «Oui, il y avait du bancal dans le projet». Il y a du bancal dans tous les sens. Donc heu tu as donc investi heu, dans combien? J'ai vu 40 startups, c'est ça? ouais, je dois avoir aujourd'hui un portefeuille d'une grosse quarantaine de boîtes.
Donc une quarantaine, c'est-à-dire elles sont toujours vivantes? Non, 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 dans les 40, je pense qu'il y en a, peut-être, 30 qui sont vivantes. J'ai fait 3 exits, OK. 2 très bons et 1 pas terrible, mais bon, exit. Et pour l'instant sur les exits, je suis break even. OK. Voilà, OK, c'est cool. Donc voilà, après, Et pas tu loupé une boîte? bien sûr, j'ai loupé des boîtes. Il y en a une, Non, bien sûr, j'ai loupé des boîtes. J'ai vu passer le deck de deal. non. J'ai vu passer, bien sûr que j'ai vu passer, de quel deck? J'ai vu passer le deck de Sorare, j'ai vu passer le deck de Mistral, j'ai vu, bon après Mistral une fois de plus, c'est à la enfin, Moi, j'ai je vu la Sominis qui a réussi je 60 je OK. radote non, mais je radote, mais de ce dicton qui dit que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est qu'en fait, tu as raté. Alors Deal, oui, Deal, je pense que c'est extraordinaire et puis bon, c'est ouais, je pense que Deal, j'aurais pu mais après c'est toujours pareil. En fait, j'ai vu passer le deck, j'ai regardé très vite fait, Tu regardais quoi, en fait? Quand tu es investisseur aujourd'hui, tu reçois tellement de decks, en plus, tu quoi, à l'époque, tu as vu aujourd'hui, je regarde plus rien parce que je me fais pas confiance. C'est-à-dire que si je regarde, je vais être intéressé, je vais vouloir remettre de l'argent et que pour l'instant, je veux plus investir un centime d'euro là. Ça y est, j'attends de voir ce que ça va donner. Ah parce qu'aujourd'hui, voilà, ça y est, je vraiment ceinture bretelle là-dessus. Heu, Plus éventuellement dans des business plus, terre à terre, des business un peu plus physiques. Donc mais c'est drôle parce que moi, j'ai interviewé quelqu'un, David Larocque, qui gère en gros la partie, advisory, VC secondaire, maintenant chez Stifel, il vient de racheter Bryan Garnier. Et je lui disais pareil, il a fait des investissements et cetera. Il me disait: «Ouais, qu'est-ce que tu as appris à faire des investissements?» Il me disait: «Mais en fait, investir dans un truc terre à terre, c'est ça qu'il faut». Et il me disait: «J'ai investi dans un truc d'uberisation, de je sais pas quoi, des machines à laver, nin Je pensais que c'était l'avenir et cetera. J'ai tout perdu». Alors qu'un truc de vin, en fait, il mélange des vins pour faire un vin bio, un truc très terre à terre, bah, c'est sa plus grosse réussite aujourd'hui. des restos, des actis, du Ouais. service. Ouais, clairement. Donc potentiellement, effectivement, je regarde des dossiers de l'économie un peu plus traditionnelle et aussi parce qu'en fait, finalement, ce dont je me suis rendu compte, parce que j'ai essayé de créer des boîtes dans la tech et en fait, je pense que mes compétences ne sont pas adaptées au monde de la tech. Parce que, tu gères pas un PNL et tu gères pas une trésor dans la tech comme tu gères une trésor dans des business traditionnels. Et donc en fait, ce qui peut faire ta force dans l'un fait ta faiblesse dans l'autre. Heu Ta manière d'analyser, même si tu es intelligent, même si tu as un peu de recul, même si tu sais avoir des bonnes idées, mais en fait tes bonnes idées, elles sont un peu trop abstraites, adapter à la tech, alors que, potentiellement que ta manière de voir les choses dans le monde concret, voilà, enfin, je pense que honnêtement, tu as très peu d'entrepreneurs qui ont réussi, dans le business très, très terre à terre Et ensuite en tech. et ensuite en tech. Sauf à avoir un angle sectoriel très fort. C'est-à-dire qu'en fait, si tu connais très, très bien un secteur et que tu as vu des difficultés réelles que tu peux résoudre par du logiciel ou par, de l'apport en tech, mais que tu as une très, très forte composante sectorielle. Je l'ai vu ça dans l'immobilier. J'ai vu des gens réussir à faire des outils dans l'immobilier, Parce très, qu'ils ont cette, très pointus, parce qu'en fait, ils s'y connaissaient très bien dans l'immobilier et qu'en fait, ils avaient vécu eux-mêmes le problème. ces problèmes, Ouais. et que comme la profondeur de marché est importante, tu peux réussir. Maintenant, ça nécessite quand même de switcher en termes d'état d'esprit sur la gestion de ta boîte. Tu ne peux pas, c'est je veux pas être trop contondant, mais tu peux pas gérer une tech comme tu gères un business traditionnel. Mmh. C'est pas possible. Dans les premiers temps d'une tech, aujourd'hui, il y a quasiment plus aucune barrière à l'entrée. Ouais. Enfin, honnêtement, on voit aujourd'hui avec ChatGPT, Tu peux te alors moi, je lis pas très bien le code, mais je vois des gens qui arrivent à lire du code, mais qui sont pas forcément des codeurs. Putain, aujourd'hui avec, les outils, tu peux coder tout seul. Tu peux coder tout seul et tu peux faire une app, tu peux faire un c'est SaaS vrai. tout seul, en regardant bien, en ayant un peu de alors ça va manquer de robustesse, sur plein d'aspects si tu pas vraiment un codeur, mais ça te permet de faire ton MVP. C'est-à-dire que ça te permet au moins de faire ton 1er, Ouais. produit un peu test que tu mets dans les mains d'un de bêta-testeurs. Enfin honnêtement, en 2-3 mois, sur des trucs qui sont pas trop deep tech, tu vas très vite, très, très vite. Il y a plus aucune barrière à l'entrée. Donc dans la tech, tu dois aller vite. Donc toi, tu réessayes, tout seul quand tu remontes des boîtes après? Ou tu encore sur appel Gabriel? Non, Gabriel, c'était récent.
Mais voilà, pour plein de raisons, en fait, on se rend compte que nos vies ont changé, on n'a plus forcément les mêmes envies, la même naïveté, les mêmes passions, Ouais. et cetera. Donc il y a plein de raisons. Enfin, moi, Gabriel, c'est mon meilleur ami, ça a été mon âme sœur, professionnelle parce que dans Kids School, on s'est complété et on avait une compatibilité qui était absolue. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a vraiment bien marché. Et c'est pas pour autant que je vais me disputer avec lui, tu vois? Mmh. Même si on s'est mis big time 100 fois sur la gueule, à l'époque de Kids School, mais c'était toujours dans l'intérêt commun. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était jamais, pour tirer la couverture à soi ou autre. Ça a toujours été parce qu'on était hyper soudés et que de temps en temps, bah, en fait, voilà. Puis bon, en fonction des caractères, Donc il y a jamais une boîte que là tu as relancée qui on va dire qui est un peu plus qui allait un peu plus loin que donc ouais, tu es resté sur depuis tu es pour resté le que sur pour l'investissement? l'instant, j'ai pas fait de boîte, je n'ai pas recréé de boîtes, qui ont vraiment bien marché. Après, j'ai recréé des boîtes que j'ai quittées à un cycle de la vie de la boîte dans laquelle j'aurais pu rester. Mmh. J'ai rejoint la boîte dans l'hôtellerie dans laquelle j'étais. Elle existe encore, elle continue de se développer, Et tu as fait heu, mais j'ai quitté la boîte pour plein de raisons. Il y a eu le covid aussi, qui a été quand même très dur à gérer dans l'hôtellerie. À chaque fois, au moment où tu prends la décision, il y a des bonnes raisons. Back trading, tu te dis: «J'aurais pas dû prendre cette décision». Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte que j'ai accompagnée, qui était dans le secteur de la petite enfance. Je m'entendais franchement très bien avec le fondateur, qui était hyper bon sur le produit, et en fait, je pense qu'on se complétait quand même pas mal et pour des raisons, je pense un peu d'ego, ouais, vraiment vraiment bêtes. tu as fait partie, ouais. Ouais, je suis parti pour des raisons, pour des mauvaises raisons. Et aujourd'hui ça Mais mais t'excite ap toujours? mais au moment où je prends la décision, quand j'en discute avec mon épouse, Ouais, c'est la bonne décision. machin, au moment où je prends cette décision, je me dis: «Non, mais attends, pourquoi est-ce que je serais dans ces conditions-là?» et cetera. Mmh. Mais je pense que c'était pas les bons moteurs, tu vois? Et Que j'adorais le positionnement de la boîte et le produit disait. aujourd'hui ils existent toujours ces boîtes? Ouais, ouais, ils se sont hyper bien développés, ça marche hyper bien et puis je pense que c'est toujours pareil, je pense qu'il faut aussi savoir rester dans le giron des gens, porteurs. Rodolphe Karl est quelqu'un qui est portant, tu vois? C'est quelqu'un qui est moteur, qui est quelqu'un qui est hyper réglo, voilà. Mmh. Donc bon après une fois de plus, hein, ça m'a permis de faire plein d'autres choses, Ouais, bien sûr. faut pas avoir de regrets, il faut pas rester sur ses regrets du tout, hein, mais et puis j'ai vu du paysage. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de paysages. Ce qui me permet aujourd'hui de savoir de manière assez, confortable, dans quoi j'irai, dans quoi j'irai pas. Et aussi ce qui est intéressant, parce que tu as vu aussi beaucoup du coup de decks et de boîtes et de mecs qui Mmh. cherchent de l'argent et cetera et même toi tu as monté ta boîte. Aujourd'hui, c'est quoi les traits, c'est quoi les qu'est-ce que tu regardes qui selon toi finalement permet d'être un signe de réussite ou non de C'est honnêtement, si le jour où tu as quelqu'un qui te répond à ça. ouais, c'est un mytho. Non, il y a des gens très bons. Enfin, tu regardes aujourd'hui, il y a quand même des gens, alors je pense que ça Parce que tu l'as dit après, c'est cette naïveté, cette énergie, tu vois ce je que je veux pense que dire? ça communique beaucoup sur les réussites, un peu moins sur les échecs. Mmh. En fait, tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont très, très bons et qui sont que dans les bons coups, mais ils parlent pas de leurs mauvais coups. Maintenant, c'est un mélange, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'une boîte qui se crée, la probabilité que le produit sur lequel elle va cartonner soit le même que le moment où elle se crée, elle est de 10%, 5%. Oui, il va shifter. Elle est faible, elle est faible. Tu es obligé de shifter à un moment ou à un autre et tu vois, typiquement, nous, dans la boîte tech qu'on avait créée dans le marketing digital, je pense que là où on a été notre échec, il vient De pas avoir voulu de shifter. l'absence de capacité de pivoter. Alors, Mais par orgueil? plein de raisons, entre 3 associés, on n'a pas su trouver, le bon angle de discussion autour du pivot, on n'a pas su, pivoter assez vite, le cash est parti très vite, on a mal géré le cash. Enfin, tu as plein de composantes, mais Mmh. tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, ce que je testerais, c'est essayer de pousser les gens en face de moi à réfléchir à toutes les autres composantes du secteur dans lequel ils se lancent, Mmh. qui peuvent, qui peuvent être des succès et en fait, de voir comment est-ce qu'ils y réfléchissent et de se dire,
Alors, tu as pas envie d'avoir affaire à des lavettes en face de toi qui vont te dire: «Ah ouais, alors dis-moi, si tu as une idée, je ferai comme on nous dit». Non, tu as pas envie d'avoir ça, tu as envie d'avoir des gens qui ont une forte conviction, mais tu veux potentiellement avoir des équipes qui sont capables d'exécuter un pivot, très vite et sans, tu vois? Et sans orgueil et sans arrogance sur leur idée de base. Mmh. Parce que une fois de plus, l'idée dans l'entrepreneuriat, ça vaut zéro. Enfin, honnêtement, je veux pas, trop, pousser là-dessus, mais évidemment, tu as des gens qui vont avoir, une vision, créer un truc nouveau, s'accrocher à ça et puis finalement avoir raison et voilà. Mais des gens qui ont une vision sur un truc très nouveau, qui se sont accrochés et qui ont réussi, c'est 1 sur 1 million ou 1 sur 10 millions d'entrepreneurs. Mmh. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai et c'est ceux-là qui font des très, 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 très grosses réussites. Mais mais il faut pas s'accrocher à ça. L'entrepreneuriat, c'est pas ça, du tout. L'entrepreneuriat, honnêtement, aujourd'hui, le conseil que je que Ouais, j'allais demander un voilà, je pense que pertinent. quand j'ai des échanges avec des gens qui se lancent et j'essaye de me maintenant, aujourd'hui, de me le tu vois, de me l'appliquer aussi. Parce que tu l'après pour toi, Je c'est sais rien. c'est voir. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut aller là où on aime le secteur, pas uniquement sur une idée. Tu vois, typiquement, la boîte dans la tech dans laquelle je suis allé, j'ai ça m'a intéressé parce que j'ai reçu plein de decks dans le marketing digital. Mais en fait, c'était pas Le le marketing digital, j'y connaissais rien, enfin, j'avais aucune crédibilité, aucune logique à aller là-dedans. Ça honnêtement, ça m'intéresse enfin, ouais, non, mais c'est c'est bien que tu le dises. pas plus que ça, et en fait, je pense qu'aussi là-dessus, tu développes pas la même énergie. Quand tu as les difficultés qui arrivent, bah, tu dis: «Ah fuck», tu vois? Genre, «C'est bon, Ouais, flemme», tu vois? ouais. Et c'est pas bien, enfin, c'est pas les bons moteurs. Donc en fait, quand tu es dans des sujets qui te font kiffer, Et tu que parlais de sens aussi. tu parles de sens. Tu vois, il y a des gens très passionnés, ils ont eu un membre de leur famille qui a il est arrivé un problème de santé, ils vont se lancer dans la santé, il a eu, un problème de ci, un problème de ça, enfin, des sujets un peu passion ou, des gens passionnés dans le sport. Tu vois, j'ai rencontré, récemment un jeune entrepreneur. Il se lance dans le monde du sport. Il est hyper crédible parce que c'est un acharné du sport et il fait, peut-être, 15 heures de sport par semaine. Il est crédible, c'est un truc, ça lui parle, en fait. Il sait de quoi il parle. Il sait pas si ce qu'il va commencer à faire, ça va être le produit qui va le rendre riche initialement, mais en tout cas, il saura, par sa connaissance du monde du sport et par sa pratique, pivoter là où ça marchera. Il est crédible là-dedans, Ouais, tu bien vois? sûr, ouais. Et c'est sa passion. Alors je te dis pas, sujet passion, tu peux pas toujours aller dans les sujets passion, mais Donc tu rencontres encore des jeunes? qu'est-ce Tu qu'il y a? parles tu parles encore avec des Moi, j'adore parler avec les jeunes. mmh. J'adore parler avec les jeunes. Alors ma femme va te dire, c'est un de mes gros défauts, c'est que je passais énormément de temps à aider beaucoup de jeunes, de manière, complètement pro bono, et à aider plein d'entrepreneurs. J'aime bien parce que, je vois, ça me nourrit un peu et puis c'est agréable de se sentir utile Yes, aussi. évidemment. Mais c'est hyper agréable. Après ce que je dis toujours, toujours, toujours aux personnes avec qui on parle, c'est qu'il faut voir plein de personnes. Moi, je suis hyper biaisé. C'est impossible d'être objectif. Personne n'est objectif. Forcément, tu as ton expérience, tu as ta personnalité, tu as ton vécu, voilà. Donc j'ai zéro objectivité. Donc ce que je vais lui dire, peut-être que ça lui correspondra pas à 100. Il faut toujours, Ouais, aller voir à droite à gauche, plusieurs ouais. personnes. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul, d'apporter un peu d'expérience, de challenger un peu l'idée de base, d'ouvrir un petit peu les possibilités, de l'idée initiale et d'apporter un peu voilà, de choses, très différentes. Mais j'adore parler avec des jeunes, ouais. Et toi, à l'inverse, il y a des gens qui t'ont inspiré Enfin, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. non, bah, non, Gens qui me mouvoient et ah ouais, alors je grisonne un peu, mais j'ai que 40 ans, putain, je dis j'imagine, ça. 10 ans, tu vu tout. Non, non, mais c'est ce qui est d'ailleurs, c'est des comment dire? Des mondes de développement différents, ça, quand tu l'as fait déjà, enfin, tu as monté ta boîte, tu as eu une expérience. Non, je veux dire, est-ce qu'à l'inverse, est-ce que toi aussi et tu me parlais de Rodolphe, je sais pas à quel point il a été impactant, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont été aussi des personnes impactantes et qui ont été peut-être même des mentors pour toi à travers ce Bah, en fait, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es fait presque tout seul, en fait, avec ton pote. ouais, ouais, on s'est fait beaucoup tout seul, honnêtement, avec Gabriel, on s'est fait beaucoup tout seul, à tort. Je vais te dire un truc, parce qu'on était dans notre, alors, Bulle. un de nos business angels, Bernard, est une très forte personnalité et je pense qu'on a eu tort de pas l'écouter sur un certain nombre de choses, parce qu'il a eu back-trading raison sur beaucoup de choses. Mais en fait Comme quoi? non, il a eu back-trading au moment où on vendait. Il nous avait dit: «Attention les gars, même si je gagne beaucoup d'argent dans l'affaire, moi je préfère que vous vendiez pas, que vous gardiez votre boîte et que, telle et telle chose. Vous allez voir, c'est très dur quand on lance sa boîte de se reconstruire derrière.
pour plein de raisons et il avait évoqué les raisons et nous en disant: «Ouais, ouais, ouais, mais t'inquiète pas, nous on est différents». Et tu aurais tenu le covid? J'en sais rien, ça pareil, j'étais pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je sais pas, attends, honnêtement, enfin sincèrement, aujourd'hui le marché traverse des grosses turbulences, donc je sais pas. Je vais pas te dire, Ouais, ça sert à rien d'avoir des regrets, le truc il est fait, ça s'est bien passé, la personne qui nous a acheté, ils ont gagné de l'argent sur notre deal, nous on a gagné de l'argent. allez. Ah, fin de l'histoire. Ouais. Mais et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Maintenant, tu vois typiquement, je pense qu'un des trucs qui m'a, je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué quand j'ai vendu, c'est que j'appartenais pas à des groupes d'entrepreneurs. Il y avait très peu de réseaux. Les premiers réseaux qui se sont créés, se sont beaucoup créés autour de la tech. Que je pense par, arrogance aussi, il y a certaines personnes, que j'ai pas forcément écoutées. Donc vraiment, le truc fondamental que je dirais, c'est toute aucune réussite ne donne le droit à l'arrogance et en fait, toute réussite peut, enfin, bénéficier de conseils, de l'expérience, même de gens qui ont moins bien réussi. Ouais. Parce qu'en fait, définis-moi moins bien, ça veut rien dire, d'accord? Mais même de gens, qui ont eu une boîte plus petite, et cetera et cetera. En fait, faire des échanges d'expériences, des enfin, vraiment des retours d'expérience, de comment, repenser le prochain coup, et cetera. Alors, j'aime pas le mot coup parce que Ça c'est un peu arnaque, quoi. ça fait trop orienté, pognon, mais voilà, la prochaine étape, en fait. Comment réfléchir l'étape d'après? Je pense que vraiment, il m'a manqué un écosystème de gens en qui je faisais confiance Et qui a les mêmes problématiques qu'eux. et qui avaient les mêmes problématiques Bah, ouais. et qui avaient les mêmes Ça veut dire tellement problématiques après que j'avais tes l'expérience anciens dedans. tes anciens poteaux, c'est des gens de l'ESSEC qui sont aujourd'hui en banque d'affaires, qui eux, ils peuvent gérer, hein. On avait 32 ans, je pense que tu génères un peu d'envie, forcément, parce que tu vends ta boîte. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup d'idées aussi, parce que bon, nous, ça s'est fait un peu sous le sceau du un peu de la confidentialité, donc il y a pas eu les machins et cetera. Donc les gens, ils se font vachement des films, «Ouais, tu sais, Siro, il a pris 100 plaques, nin tu vois? C'est-à-dire que les gens se font des films aussi et je pense qu'il y a un peu de jalousie, un peu de machin et toi-même, tu te mets un peu dans une carapace où tu te sens pas mal agressé Mmh. par des conseils qui te paraissent, complètement lunaires. Et puis aussi tu te sens un peu agressé parce que je te dis une fois de plus, tu es sollicité de partout. Tous les CGP de la planète qui t'appellent, pour te dire: «Ouais, moi j'ai la secret sauce pour te faire gagner plein d'argent, truc» et puis tu es hyper sollicité par les decks machin donc tu as un environnement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit en fait. Tu passes de nous on est passé Gabriel et moi où honnêtement, je Mais même pense Gabriel aussi, il a été autant exposé que toi, tu penses? non, moins parce que lui, c'est vachement plus protégé de ça. Lui, il était vachement, vachement, vachement plus protecteur. C'était plus toi, tu es la tête du enfin, tu vois, quand je regardais un peu le truc, c'est toi la tête du projet, enfin, Non, pas considère du tout, du tout, du tout. Non, non, pas du tout. Alors déjà, à notre époque, on communiquait pas du tout. On faisait pas du tout de LinkedIn, on parlait pas, en société, on parlait pas, et non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on gérait notre boîte. On avait nos merdes au quotidiennes. Honnêtement, la plupart du temps, on tirait la gueule, parce qu'on était crevés, bon, moi, j'ai fait des bébés assez tôt, donc tu as aussi la fatigue de jeune papa. Donc non, enfin, en société, on se la racontait pas, ouais, alors tu sais, comme tu es à les postes aujourd'hui, oui, alors on a passé nos premiers millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ouais, on a fait nos KPIs en avance, machin. On communiquait pas, personne ne savait, on est dans notre monde, donc en fait, il y avait pas de aujourd'hui, il y a un concours de tu vois? Il y a un concours de taille, de machin, tout le monde parle et parle 10 fois trop et en fait, quand tu fais le tri, tu te rends compte qu'il y a 90 de faut bullshit. tout diviser par 10, c'est du bullshit dans tous les sens et qui est très mauvais, qui est beaucoup de bruit et en fait, ce bruit, c'est un truc, en fait, dans lequel tu tombes très vite quand tu vends ta boîte, et où tu te dis: «Tain, le mec, il a été hyper bon, il a recréé, il a hyper bien replacé son argent» et puis il te dit qu'il a fait des super investissements et qu'il a fait, 5 fois la mise, en 5 ans, mais moi, je suis une merde, j'ai pas réussi à le faire. Donc tu tombes dans un bruit, machin et en fait, c'est très dur de s'en départir, et puis je te dis, une fois juste retrouver le moteur pour recréer un truc, Ouais. c'est pas simple non plus. Pas simple non plus et tu vois aujourd'hui, enfin, dans beaucoup d'industries, les gens qui recréent des boîtes qui sont presque des copier-coller de ce qu'ils ont fait avant. Mmh. Pas forcément tout de suite, mais en tout cas, ils recréent des boîtes très proches, très, très proches ou alors dans des domaines très passion. Ouais. Et pour toi, ce serait la passion? J'en sais rien. Ouais.
Et peut-être que j'aimerais bien aussi que tu reviennes sur tu vois, tu me parles de quelques erreurs que tu as faites, que tu as pas écouté certaines personnes et des fois tu as été drivé un peu par l'orgueil dans certains moments. Est-ce que pour toi, il y a aussi quelques autres pièges, tu vois, dans lesquels tu peux tomber, tu vois, un écueil, quand tu montes ta boîte et cetera? Bah oui, forcément, enfin, tu as l'appât du gain. Enfin, même si tu as gagné de l'argent, tu as toujours cette espèce d'appât du gain aussi. Donc on va pas se mentir, hein, même si je pense qu'on a toujours gardé la tête sur les épaules et on n'est jamais rentré dans le flambi-la-mouche. Heu, Forcément, tu as l'appât du gain. Donc en fait, l'appât du gain et je te dis une fois de plus, tout ce bruit, ça te met parfois dans des seringues de prise de décision un peu rapides. Mmh. Et je pense qu'il faut savoir être hyper analytique. Et en fait, tu vois, j'ai un trou au moment où je te le dis, mais il me semble, que c'est les Rothschild qui disaient ça, qui disaient en fait, c'est pas de rater les bonnes opportunités qui m'ont rendu riche, qui ne m'ont pas rendu riche. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai mal sorti, j'ai Ouais, je vois ce que tu veux dire. pas C'est en fait et aller en fait, vers les mauvais choix qui il l'ont faut sa il faut savoir rater les bons coups, ouais, mais être suffisamment analytique et patient ouais. et pour être sûr et certain. Alors tu es jamais sûr et certain, Ouais, bien mais sûr. en fait, tu vois, voilà et puis c'est aussi, c'est toujours le fait de vendre trop tôt qui m'a rendu riche. Je crois que c'est celle-là, les Rothschild et l'autre, je sais plus qui c'est. Mais tu vois, Ah ouais? typiquement, c'est le un peu le un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, tu vois? C'est pour ça que je peux pas avoir de regrets d'avoir Ouais. vendu au moment où j'ai vendu. Parce que comme tu le dis, peut-être que le covid, on aurait eu un coup de panique et on aurait fait n'importe quoi et on aurait mal géré notre boîte, j'en sais rien. Peut-être que, au soubresaut de certains marchés, on aurait fait n'importe quoi. Peut-être qu'aujourd'hui que c'est en train de mal se passer, on aurait fait n'importe quoi. J'en sais rien. C'est impossible de te répondre. Et t est-ce que tu as pendant que tu montais ta boîte et pendant cette aventure-là, tu prenais aussi du temps pour toi ou tu étais full, parce qu'aujourd'hui tu me parlais, tu cours beaucoup, tu vois? Écoute, hem, Parce que ça, il y a ça aussi qui est important, cet c'est très équilibre-là. difficile de définir, le temps pour soi quand tu as ta boîte, surtout, en fait, dans notre secteur d'activité. Nous, on avait des horaires. On avait des horaires de crèche. En fait, nos crèches ouvraient à 7:30 du matin. Donc de manière générale, on était joignable à partir de 7:30 du matin parce qu'en fait, les problèmes commençaient à 7:30 du matin ou ils commençaient même à 7:15 quand elles n'arrivaient pas à ouvrir la porte ou l'alarme ou machin. Les problèmes, ils commençaient à 7:15 du matin, et nos crèches fermaient à 19:00. Donc déjà, tu as quand même un espace-temps dans lequel, quelque part, un peu, tes problèmes sont quand même assez encadrés. C'est pas comme, les métiers internet où, putain, ma plateforme, elle a planté, truc, à 2 heures du matin, je me suis fait hacker, truc. On C'est n'avait vrai. pas ces composantes, tu vois? Et nous, on était quand même organisés, même si on avait cette problématique de délégation, on était quand même organisés avec mon associé, ce qui a fait que, honnêtement, je te mentirais, à part les premiers moments, à part jusque, allez, on va dire, l'ouverture de la deuxième, même pas, peut-être pendant le process d'ouverture de la deuxième, c'est les 2 premières années ont été très intenses, très, très dures physiquement, moralement, tout, ça a été vraiment hyper, hyper difficile. Mais en fait, après, une fois qu'on a un peu appris le métier et qu'on a pris nos marques, je vais pas te mentir, je vais pas te dire, «Ouais, on a été entrepreneur, on travaillait jour et nuit Ouais, et ça a été» non, 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 non. On avait des tu as horaires. pris tes On vacances. était on était quand même enfin, je pense qu'on a été assez efficace. On aurait pu en faire 2 fois plus. Peut-être que je peux te dire, qu'on en a pas fait assez, mais en fait, on avait notre organisation qui faisait que, ah, on est je vais on est je travaillais pas jusqu'à 23:00 le soir. Alors oui, j'ai eu des enfants assez jeunes, dont je faisais la sortie des crèches Et ma tu femme les as dans tes oui, parce crèches? que ma femme non, ils étaient pas non, mais elle a mon aîné a été au tout début dans ma première crèche. Parce qu'on n'avait pas de mode de garde pour elle. Mais bon, elle venait en voiture avec moi à Saint-Maur, je faisais 1 heure de route, machin, c'était compliqué. Bon, même si c'était un kiff de passer du temps, voilà. Et que nous, on avait nos bureaux là-bas, ce qui est une des erreurs qu'on a faites aussi d'avoir nos bureaux dans notre première crèche. Mais en tout cas, tu vois, on avait enfin, ouais, je rentrais tôt, parce qu'il fallait que j'aille chercher mes enfants à 18:00-18:30 dans les crèches, municipales dans le quartier où on habitait, et que, voilà. Donc forcément, je coupais un peu tôt. Donc oui, ça m'arrivait, avec, les iPhones et l'ordinateur à répondre, à des mails, à finaliser deux trois trucs, mais
Ouais, Honnêtement, pas choquant. non, c'était pas choquant. Enfin, honnêtement, c'était pas choquant sur le papier, oui, on pouvait avoir du temps pour soi. Mmh. Bon, On l'a pour pas fait assez. on a fait cette dernière partie que je voulais aborder là de conseils ouais, de même de retour, hein, de bike comme tu dis. Moi j'ai l'habitude dans le podcast de laisser le mot de la fin à l'invité, donc c'est à toi. Peut-être même au-delà des affaires, peut-être même, peut-être un mantra qui te suit depuis longtemps ou même une philosophie de vie. Est-ce que tu as un conseil, une dernière chose à partager, à nos auditeurs? C'est pas évident, hein, ça Mmh. t'aurais pu me dire de préparer. Ouais, ouais, je suis désolé, ouais. Non, mais tu vois, souvent, des fois, il y a des expériences, en fait, enfin, là, on va t'écouter, Ouais. on va avoir une image de toi et peut-être qu'il y a des choses, tu vois, qu'on connaît pas et que tu aimerais partager une fois. C'est ce que je t'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense que, la chose la plus importante, tant en tant que salarié, je pense, hein, d'ailleurs, qu'en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment essayer de garder du sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que, le jour où il y a une décorrélation entre, le sens, ça va être très, très personnel, hein, sa personnalité, ce qu'on aime faire, voilà, ce qui est meaningful, tu vois? C'est-à-dire que, rempli de signification. Je pense que c'est hyper important. Dès lors que tu fais un truc qui est uniquement dicté par, potentiellement le gain ou la fame Ouais. ou, voilà, la visibilité ou l'espèce d'obligation sociale de faire un truc, j'en sais rien, tu vois? Je parlais avec un autre ESSEC, il y a pas longtemps, qui se posait la question, de rejoindre, une banque d'affaires, ou une scale-up et je lui dis: «Mais mec, banque d'affaires, scale-up, enfin, Il y a tout le monde là. il y a 2 mondes, aucun rapport» Ouais. et en fait, à l'issue du débat C'était l'image, et le non, parce ouais. qu'à l'issue du débat, tu sentais qu'il avait plus envie de développer une carrière dans la finance, qu'il avait un vrai goût pour une carrière pour la finance, qu'il n'avait pas forcément coché toutes les cases. C'est des super formateurs. Enfin, faut pas oublier que, tout à l'heure, au début d'interview, on cassait un peu les schémas classiques de sortir dans les grandes banques et cetera, mais c'est des super formations. Mmh. Enfin, aujourd'hui, les meilleurs directeurs de marketing de 45 ans, de la place, c'est des gens qui sont passés par L'Oréal, par Unilever. Pourquoi? Parce que c'était des machines de guerre et que donc c'est hyper formateur. Passer par, Goldman, Rothschild et cetera, c'est aussi rentrer dans la vraie école. C'est la vraie vie, c'est la vraie école. Donc à l'issue du débat, je lui dis: «Mais en fait mec, ce que t'aimes, c'est la finance. Ce que t'aimes, tu envie de potentiellement créer ta petite banque d'aff, ou ton truc». Je fais: «Mais ne va pas dans une scale-up». Mmh. Ne va pas dans une scale-up, ça a aucun rapport Ouais. et ouais, mais il avait la possibilité de rentrer, puis c'est fame, tu vois? C'est Ouais, cool. aujourd'hui, c'est fait. Je coche un truc, je vais dans un grand nom, je citerai pas le nom de la boîte, mais je vais dans un truc hyper visible, à New York, et cetera. C'est la fame, tu vois? Et je pense que c'est très difficile à appliquer comme conseil parce que moi-même, je les ai fait les erreurs. Donc en fait, tu vois, même moi-même aujourd'hui, à moi-même, je sais pas si je vais pas reproduire l'erreur. Et j'espère que ce soit ma femme ou les gens avec qui je parlerai au moment où je challengerai ces décisions, me diront: «Mais attends Jonathan, c'est contradictoire avec le sens au sens que tu portes aux choses vraiment». Donc enfin, c'est la seule chose qui fait que tu réussis, tu vois? Je saurais pas te dire, je parlerai pas pour Gabriel. Savoir, quel est le sens qu'il a retrouvé dans Kids School qui a fait que ça pour lui, ça a marché. Voilà, moi je pense que ça a marché pour moi parce que j'adorais. Enfin, je te disais la première crèche qu'on a ouverte, j'étais en permanence auprès des enfants, j'adore les gosses, ça avait du sens, tu vois? Vraiment, ça avait du sens pour moi. Ouais. Encore aujourd'hui, tu as des bébés, des enfants, des machins, j'adore jouer à enfin, voilà, j'aime ces premières étapes. Ça avait du sens pour moi. Donc je pense que vraiment il faut s'attacher à faire un truc qui et puis, il y a pas de honte à avoir sur le sens. Tu vois? Tu as des gens qui vont te dire: «Moi, je veux faire du M&A parce que j'aime les grosses transactions, j'aime, le côté, très visible d'une grosse transaction, et je vais pas me cacher, j'aime le côté, prime des grosses transactions, j'aime le côté salaire, et il y a pas de honte, c'est ça qui te fait C'est ça ton ouais, d'esprit. ça fait kiffer et puis tu seras 100 fois meilleur là-bas et peut-être que tu vas changer un petit peu de direction à l'issue, mais en fait, initialement, si c'est ton moteur, vas-y, enfin, tu as de compte à rendre à personne, voilà et puis surtout, je pense que c'est pareil, ça je le regard des autres, il est très mauvais, en fait. Il est très mauvais sur tes prises de décision et si tu pèses trop, si tu penses trop au regard des autres et ça pareil, je me l'applique à moi-même parce que malheureusement, c'est un truc qui malheureusement Non.
biaise beaucoup mes choix. Mais en fait, le regard des autres, il faut essayer vraiment de le cantonner, au minimum, ce qui est pas simple. Donc voilà. Ouais, oh très bien. Bah, écoute, merci Jonathan d'avoir accepté cette invitation et je passe un très bon moment.